Alors, avant de lancer les questions en trois temps, comme l'a dit Julie, j'avais envie juste de refaire un peu de rappel historique. Alors, c'est une publication qu'on avait faite dans le cadre du réseau des instituts techniques à ACTA et qui date de 2016, en fait, 2016. Et en fait, ce petit livre blanc qu'on avait beaucoup diffusé à l'époque, et il nous a servi en fait à structurer notre stratégie collective du réseau des instituts techniques autour de l'ouverture de la donnée. Ce livre-là s'appelle L'accès aux données pour la recherche et l'innovation en agriculture. Et voilà, en 2015-2016, et même un peu avant, puisqu'on avait lancé des projets, certains se rappellent du projet Apiago, par exemple, ça date de 2013. Voilà, on avait lancé un certain nombre d'initiatives collectives du réseau des instituts autour de l'intérêt de partager, de mutualiser des données. Donc, voilà, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que je pense qu'à peu près tout ce qu'on a écrit, il y a 10 recommandations. Et ces 10 recommandations, je trouve qu'elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, ça circule autour de trois axes. L'axe de l'innovation, l'axe de la fluidification, il faut fluidifier, et un axe qu'on avait appelé rassurer pour faire tout ça dans des conditions de confiance. Et j'ai presque envie de vous lire la liste, je vous l'ai dit rapidement, mais co-construire des services numériques utiles aux acteurs agricoles. Ça, c'était le premier axe, ça me paraît vraiment essentiel parce que tout ça, ça doit quand même servir à l'arrivée à l'utilité pour des services et des usages. Je dis que c'est pas les données pour les données. Évaluer les applications dans les exploitations. Alors ça nous a servi pour structurer un réseau qui s'appelle les Digifermes, qui est animé par Julie, parce que on a besoin quand même d'évaluer les solutions numériques aussi, et c'est le rôle des instituts techniques d'évaluer les solutions proposées par des éditeurs ou des constructeurs de solutions numériques, s'ouvrir à des partenariats, renforcer les compétences. Ça, c'est pour tout ce qui est axe innovation. Pour l'axe fluidité, c'est inventorier les sources de données d'intérêt pour l'agriculture. Tout à l'heure, Jean-Marc disait que c'est quand même déjà, il faut commencer par ça, de faire un travail d'inventaire. Et on se rend compte en fait assez vite, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses, y compris en interne, quand on regarde, ne serait-ce qu'en interne. Alors, quand on regarde à l'échelle d'un collectif, il y a vraiment un travail important, intéressant à faire d'inventorier toutes ces données. Favoriser l'interopérabilité entre les systèmes d'information. Plusieurs ont parlé aussi on y reviendra sur la table ronde de ce sujet d'interopérabilité. Mutualiser les systèmes d'information. Et donc, voilà, cette idée d'avoir une plateforme qu'on peut aussi partager ou utiliser des plateformes mutualisées comme celle que vous nous avez présentée pour partager ces données. Et puis, tout ce qu'on avait vu ce matin, notamment avec la question du consentement, établir des principes et des bonnes pratiques, garantir la maîtrise des données, établir une chaîne de confiance, et puis encourager l'ouverture des données avec les entreprises. Voilà. C'est ça qu'on avait écrit il y a 10 ans. Et en fait, je pense que tout est... Voilà. Et alors, est-ce qu'on a beaucoup avancé depuis 10 ans? Oui, je pense quand même qu'on a avancé. On a lancé plein de projets, puis on a quand même avancé dans la réflexion. On n'est peut-être pas aussi avancé que ce qu'on imaginait, parce qu'on s'était lancé à la fin du document dans des scénarios prospectifs pour imaginer l'agriculture ou l'agriculteur dans quelques années plus tard. Je pense pas qu'on était bien, voilà, on n'avait pas le nez super creux là sur cette partie-là. En fait, ouais, pour le dire, il y avait un scénario où l'agriculteur était dans un système totalement interopérable au cœur du sujet et tout communiquait, toutes les applications communiquaient les unes avec les autres. Ça, c'était le scénario optimiste. Mais il y avait un scénario pessimiste aussi, où l'agriculteur était prisonnier de tous ces constructeurs qui ont verrouillé tout leur système d'information et qui ne communiquent absolument pas les uns avec les autres. Je ne sais pas s'il y en est plus sur le scénario 1 ou sur le scénario 2. En fait. Il faudrait qu'on puisse en débattre. Voilà. Bon, désolé pour cette longue introduction, mais c'était pour faire un petit rappel d'historique, puis lancer les discussions avec nos intervenants. Alors effectivement, là, c'est une table ronde open data, mais vous avez parlé un peu plus largement de l'open data et on voit bien que les modalités de mise à disposition des données ouvertes, et en tout cas l'ouverture des données revêt des modalités assez différentes. Je vais vous passer peut-être la parole pour nous dire, selon vous, comment vous voyez aujourd'hui le monde de l'open data dans le domaine agricole, quels sont les enjeux, pourquoi
pourquoi il faut aller, peut-être pas mettre toutes les données en open data, mais pourquoi faut-il mettre quelques données en open data? Comment vous faites, par exemple, chez Open Data Soft, je vais commencer par Jean-Marc, pour motiver des organisations à s'ouvrir sur les données, parce qu'on a le sentiment que ça, quand même encore, ça coince, en tout cas dans le secteur de l'agriculture, ça coince. Merci. Alors, pour motiver des organisations, on essaie des fois de ne pas parler de data, justement, de commencer par des enjeux qu'il y a à couvrir. Donc, ça peut être une responsabilité. Peut-être je vais prendre un exemple non agricole, mais quand récemment la Banque de France, on a déployé avec eux et leur nouveau portail de données statistiques qui s'appelle WebStat. Donc, si vous cherchez des informations économiques, diverses et variées, très très nombreuses, vous avez vu, il n'y a pas une seule fois écrit le mot Open Data. Ou si je repense au projet quand on a accompagné les URSAF, l'organisation La Cause à ouvrir, pareil, du DSI de la Cause, des URSAF, il n'avait pas prononcé une seule fois le mot Open Data, il dit c'est la façon moderne de diffuser de l'information et de la partager aujourd'hui. Open Data, c'est un moyen, c'est une façon de faire quelque chose. Donc on peut, dans certains cas spécifiques, faire la confusion entre l'objectif et le moyen, mais c'est avant tout un moyen. Ça a été bien dit tout à l'heure, c'est de la donnée standardisée, interopérable et qui est rendue intelligible par des gens qui n'ont pas forcément non plus de compétences techniques. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on motive les gens? Ça peut être, on l'a vu sur Sabal tout à l'heure, la plateforme Pays Basque, la motivation, elle est à la fois promouvoir, rendre visible quelque chose par de la donnée, c'est grâce aux visualisations, comme ça a été dit sur un autre exemple, on voit que finalement on utilise les mêmes outils, ça peut être extrêmement puissant. Ça peut être des questions donc, de remplir sa mission. À un moment donné, la Banque de France, elle ne prononce pas une fois le mot Open Data, néanmoins, c'est dans sa mission de diffuser de l'information. Et peut-être une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on entend parfois l'Open Data, c'est une espèce de... C'est un peu comme un goodies, c'est un peu superflu, bon, on en fait parce qu'il faut bien en faire. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre incroyable, si faut notamment la Banque de France, mais ça serait évidemment vrai dans le domaine agricole, qui basent toutes leurs décisions, et je vais dire au quotidien, à chaque seconde, sur les données officielles publiées en open data, même s'il ne pas par la Banque de France. Quand EDF publie des données sur les courbes de charge, etc., et ça peut largement intéresser le domaine agricole, ce sont des données officielles. Donc ça veut dire qu'en amont, le back-office, comme on dit, il est extrêmement suivi de près par les gens qui s'occupent de la tâche EDF. C'est pas juste un outil de la communication, quelqu'un qui a voulu se faire plaisir parce que la loi le disait, quoi. Donc voilà. Donc comment on motive? On part de là, on part des enjeux, et puis il y avoir évidemment des enjeux partenariaux, voilà, d'outiller des programmes de recherche, d'outiller des programmes collaboratifs d'innovation, et où on dit, il y a tel sujet, et comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser ces moyens-là, et qui vont en général démarrer par l'inventaire, la description, et la mise en ligne de petit à petit. Donc, très itératif, c'est des approches très proches du e-commerce, même s'il n'y a pas forcément de notion, je dirais, du web grand public plus exactement, même s'il y a forcément de notion de monétisation, mais c'est petit à petit apprendre, rencontrer son public, son audience. Les gens, à partir du moment où j'ouvre, ils vont être d'accord, pas d'accord, ils vont trouver ça suffisant, insuffisant, comme Visual Tracker qui dit, là je trouve pas, mais il faut que Visual Tracker puisse dire à quelqu'un, et vos données, où sont-elles, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu général ce que je dis, mais voilà comment on aborde les choses. Et ensuite, il y a des clients extrêmement matures qui ont fait déjà tout ça, et puis pour les outils, ça va plus vite. Puis d'autres, on les prend un peu par la main dès le départ, et ça se passe bien en général. Ouais, peut-être pour poursuivre avec Adi est-ce que côté INRAE, tout le monde est convaincu par l'open data? Et puis ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez des moyens de regarder les usages justement par rapport à ce que dit Jean-Marc? Est-ce que vous regardez ça dans le département d'Ipso ou d'autres? Quels sont les usages finalement des données en ouverture qui sont proposées au travers de votre plateforme? Alors, sur la première question qui est est-ce que tous les agents INRAE sont convaincus de l'intérêt aussi et la hiérarchie, la hiérarchie oui évidemment. Pour ce qui est des chercheurs, oui, dans leur très grande globalité, alors évidemment il y a toujours des petites réticences, ouais. Parce qu'il y a toujours il y a deux formes de réticence. La première réticence, ce sont mes données à moi que j'ai produites avec beaucoup de mal et je n'ai pas envie de les donner comme ça. Et je veux avoir un retour sur ce que j'ai donné. C'est quelque chose, je pense, qu'on trouve un peu partout, qui est un des freins principaux.
Et puis, le deuxième point, c'est que mes données ne sont jamais assez propres, jamais assez belles pour être partagées, et j'ai peur que je sois critiqué là-dessus. Bon, c'est des freins qui petit à petit diminuent. On a des grosses actions d'évangélisation, on va dire, au niveau d'INRAE pour essayer de mobiliser les chercheurs et ingénieurs sur ces sujets-là et pour justement fluidifier tout ça. Donc voilà, bon, mais je voudrais quand même que vous gardiez en tête que je veux dire, l'open data, la science ouverte d'une manière générale, c'est quand même le fondement de beaucoup de la recherche, quoi. Donc c'est un peu dans notre ADN quand même de chercheurs de fonctionner comme ça. Sur la deuxième question, de l'utilisation de données, non. C'est de l'open data, donc on n'est pas censé savoir qui consomme nos données. C'est-à-dire que les seules informations qu'on peut avoir, c'est indirect. C'est-à-dire, tiens, un jour, il y a une publication qui a fait mention à cette donnée-là. Tiens, un jour, on rencontre un tel qui a dit, on a utilisé ces données-là. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous me diront que vous avez utilisé des données INRAE, voilà. Il n'y a que comme ça qu'en fait, on peut le savoir, et c'est la caractéristique de ces données open, hein. Et donc, je trouve ça important que ça soit anonyme, parce que ça permet justement de pouvoir les utiliser sans trop d'a priori. Après, c'est aussi une difficulté pour nous pour justifier un certain nombre de choses sur la politique autour de la donnée et justifier les budgets, parce qu'on a aussi des budgets à mettre dessus. Donc, voilà. Alors ça me relance sur une deuxième question, mais vous avez commencé à répondre, et puis après on va passer à Pierre-Loup qui complétera. Pour moi, Open Data, c'est soumis à plusieurs licences, mais peut-être que je suis sans doute pas assez compétent pour les lister toutes. Et il me semblait qu'il y avait la licence BY, enfin OpenCC BY, et BY, ça veut dire qu'il faut quand même mentionner le fournisseur de la donnée brute. Et donc, normalement, on a un retour de l'utilisation de ces données qui sont sous ce type de licence. Mais peut-être que je ne suis pas assez compétent, je vois que ça a deux lignes là-bas. Il faut distinguer le droit d'auteur enfin, le droit d'auteur. C'est-à-dire que quand on a produit des données, on a un droit d'auteur qui est incessible et qu'on conserve. Ouais. On doit être cité. Ça, c'est une obligation. Et la citation n'est pas suffisante pour avoir un retour de l'utilisation ? La citation, il faut avoir des documents où ils sont cités. C'est-à-dire qu'il faut être cité vraiment, et tout le monde ne joue pas le jeu de la citation. D'accord. Okay, ça, c'est clair. Voilà. Après, en effet, il y a plusieurs licences, et là aussi, il y a des licences plus ou moins favorables à des réutilisations par le secteur privé en particulier, à des fins économiques. Et là aussi, ça pose aussi des questions, parce qu'il y a des questions de la façon dont financer la recherche. Donc, ça, c'est un sujet aussi important pour l'open data d'une manière générale, c'est-à-dire que il y a toujours la tentation de dire mes données, elles ont de la valeur, je vais les monétiser pour pouvoir récupérer de l'argent, pour pouvoir financer des recherches. Donc on est toujours un peu dans cette dualité, et ça fait partie des freins qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Oui, peut-être Jean-Marc. Oui. C'est pas sur les licences, mais je pense qu'il y a d'autres moyens nous aussi, on est attachés. Nos clients sont attachés à proposer systématiquement un accès, on va dire, anonyme et gratuit, mais proposant pas mal d'éléments motivants pour que les gens, malgré tout, s'inscrivent et qu'on garde la trace. Et la majeure partie des réutilisateurs le font. En fait, ça marche, hein, on force pas les gens. Et donc, ces motivations, ça peut être déjà garder le contact. Est-ce que vous voulez être tenu informé des nouveautés? Est-ce que vous voulez être tenu informé éventuellement des maintenances? Une plateforme comme n'importe quelle, elle peut avoir de la maintenance, des évolutions de format, des enrichissements. Donc, c'est pas si compliqué que ça d'enrichir la gamme de services associés à la donnée brute, libre et gratuite, téléchargeable comme telle, pour que les gens, et la plupart d'entre eux, je dirais, mais largement plus de 90%, se créent un compte et ensuite et d'ailleurs, le compte, ça donne pas forcément l'information sur l'individu, hein, le compte, ça peut être assez générique, mais permettre du coup d'aller tracer, notamment via les appels API, quel type d'usage a été fait. Et ça, aujourd'hui, on a des statistiques extrêmement importantes et précieuses pour comprendre. Je parlais des plateformes énergétiques. L'agence Sorey, typiquement, qui regroupe les différents distributeurs d'énergie en France, Enedis, GRDF, etc., ils ont une plateforme commune. Ils ont une visibilité extrêmement précise
de la popularité des jeux de données, comment ils sont utilisés, par qui, parce qu'on peut très bien dire, tiens, ce jeu de données-là, il est utilisé, mais est-ce que finalement les gens dessus font un filtre sur telle année, sur telle zone géographique, et ça permet de nourrir, comme n'importe quelle démarche web, on est sur le web des données si vous voulez, de construire et d'alimenter sa connaissance pour nourrir sa propre stratégie. Donc après, en fonction des données, je suis d'accord, ça marche pas en fonction peut-être d'un chercheur, d'une recherche, ça peut être un peu différent, mais il y a tout un tas de moyens qui sont mobilisables et qui permettent d'aller vers cette connaissance des usages et qui connectent le consommateur et le producteur de la donnée. C'est quand même ça le but, et donc 95%, ça se passe bien et c'est pas conflictuel. Mais voilà. Okay. Peut-être un complément, Pierre-Loup? Oui, du coup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'est parmi ce qui fait que l'open data, c'est bien, je vais sortir ma petite carte point gouv. En réalité, l'open data, c'est le défaut pour les administrations publiques et les entreprises et associations dépositaires de services publics. Ne pas ouvrir des données qui ne sont pas sensibles, c'est illégal. C'est pour poser la première pierre des choses. Alors évidemment, c'est très compliqué dans beaucoup de cas de les ouvrir pour des sujets qui sont à la fois techniques, politiques. Il y a énormément de tractations qui se font, mais en réalité, le fondement, la loi de 2016 sur la République numérique dit bien que toutes les données qui sont produites dans le cadre de missions de service public doivent sortir. Voilà, ça c'est la première pierre. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages. Il y a bien plein de choses qui ont été dites avant, notamment par Jean-Marc, sur effectivement l'open data, c'est la transparence, c'est favoriser le fait de montrer aux gens ce qui se passe, comment ça se passe, quels sont les résultats. Ça permet d'appuyer des politiques publiques, ça permet d'évaluer des politiques publiques. Il y a vraiment beaucoup de choses qui en émanent. Et Jean-Marc disait aussi, l'open data, c'est un moyen, et ça je rejoins tout à fait là-dessus, l'open data, c'est un moyen, et c'est trop souvent vu comme une finalité. L'open data, la bonne open data, le mot est un peu fort, mais l'open data, ça devrait être, dans un monde idéal, un sous-produit de données qui sont privées dans leur vie de données, et à un moment, elles deviennent ouvrables ou elles deviennent anonymisables, pseudonymisables et donc ouvrables à ce moment-là. Et donc, c'est un sous-produit d'une chaîne de SI au sein d'une administration ou d'une autre entité dépositaire de service public. Les données, elles s'ouvrent à ce moment-là, et en réalité, il devrait juste y avoir à appuyer sur un bouton pour dire, à ce moment-là, dans le processus, dans la vie de la donnée, là, la donnée, il n'y a plus rien qui fait qu'elle devrait être privée. Donc, elle est ouverte, elle est accessible. Et là-dessus, il y a eu une grosse inflexion côté DataGouv ces dernières années. DataGouv, qui était à l'origine une plateforme dédiée à l'open data, en réalité, on s'oriente aussi sur une plateforme qui a vocation à cataloguer la donnée dans les administrations, cataloguer la donnée qui parfois n'est pas publique, mais faire savoir via la plateforme data.gouv que cette donnée existe, même à tout un chacun, dire la donnée existe, elle a cette tête-là, peut-être elle est structurée comme ça. Cette donnée n'est pas publique ou elle est soumise à habilitation, donc on a tout un système qui est en train de se développer d'habilitation pour les agents publics via des outils comme Agent Connect ou ProConnect. Et donc à ce moment-là, en fait, la donnée, soit elle est publique, la vocation à être publique, elle est disponible pour tout un chacun, soit elle n'est pas publique et les gens devraient pouvoir venir voir à quoi la donnée pourrait ressembler, quelle tête elle aurait, etc., quelles sont les données pivots sous-jacentes. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire sur les API qui ont été rapatriés. Il y avait un site dédié qui s'appelait api.gouv.fr jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, qui a été rapatrié sur data.gouv.fr, qui sera maintenant le grand hub de données, que ce soit des données sous format fichier ou des données transmises par Facebook. Et sur les API, justement, on a cette distinction-là entre des API qui sont ouvertes, donc sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer directement, attaquer les endpoints, etc., avec évidemment des contraintes parfois. Mais il y a aussi des API qui sont soumises à habilitation, auquel cas c'est bien marqué que l'API, elle existe, donc tout un chacun peut aller voir et se rendre compte que cette API-là, la donnée, elle est là, elle circule, elle est disponible, et si vous êtes habilité, vous pouvez y accéder, mais il faut être habilité. Il y a toujours cette distinction-là. Donc ça, c'est pour le côté finalité de l'open data ou pas. L'open data, c'est effectivement un moyen, c'est un sous-produit de la donnée qui est produite par les administrations. Du coup, il y a encore d'autres choses sur lesquelles je voulais rebondir. Le fait que, effectivement, Jérôme des piles. Vous les avez épuisés, les piles, je vais les changer encore. Le fait qu'il y ait des freins à l'open data, alors je crois que c'est des questions qui vont revenir plus tard, mais effectivement. Oui, non, il ne faut pas spoiler là. Il ne faut pas spoiler. Alors, je ne spoil pas, je vais
Et le suivi des usages, je crois aussi. C'est une question qui arrive plus tard. Par contre, non. Et je peux juste répondre sur le sujet des licences. Effectivement, il y a plusieurs licences qui sont disponibles pour ouvrir de la donnée. La licence qui est promue en règle générale quand c'est peut-être un Congroove qui est la manœuvre plus ou moins, en tout cas qui fait des préconisations, c'est la licence ouverte 2.0 qui a été éditée par Etalab à l'époque et qui est toujours soutenue actuellement, qui est une licence qui est extrêmement permissive, qui demande simplement, quand la donnée est réutilisée, de dire la donnée vient d'ici. Elle vient d'ici, mais d'en faire une réutilisation qui potentiellement est soumise à habilitation, qui est payante, etc. Mais juste mentionner la paternité des données, ça c'est quelque chose qui est obligatoire sous la licence LO 2.0. Il y a effectivement d'autres licences. La plus connue dans le monde de l'open data, ce serait plutôt la licence ODBL, Open Database License. Elle, effectivement, oblige non seulement à mentionner la paternité, mais en plus à respecter de nouveau la licence lorsqu'on republie, enfin, lorsque les données sont réutilisées. Donc en fait, cette licence-là, elle se transmet génétiquement en fait, de donnée en donnée. Lorsque la donnée est réutilisée, peu importe ce qui en est fait, derrière le résultat doit être republié sous cette même licence. Donc ça implique forcément cette licence-là est beaucoup plus restrictive. Oui, mais du coup, ça me génère une question. C'est vrai que c'est cette notion de contamination, enfin moi j'appelle ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que ça contamine l'application? C'est-à-dire que si vous intégrez une donnée Open Data dans une application, est-ce que ça peut avoir un impact sur une application et sur la licence ensuite, par exemple la possibilité de rendre sa solution commerciale? Enfin voilà, comment ça fonctionne? J'ai un doute pour le DBL, sachant que c'est une licence qu'on utilise assez peu, et je ne suis pas juriste. Voilà. Mais sur la licence ouverte 2.0, il n'y a aucun souci pour faire une réutilisation commerciale. Tant que la paternité des données est mentionnée, il n'y a pas de souci. Pour la licence ODBL, j'aurais tendance à dire, mais je me trompe peut-être, que s'il y a une application qui est faite, cette application peut être à but commercial tant que les données sous-jacentes sont republiées en ODBL. Je crois que ça marche comme ça, mais peut-être que quelqu'un qui peut me corriger ou juste un exemple, c'est le cas de. Elle est surtout utilisée le DBL par des opérateurs de mobilité ou des villes. Typiquement, la ville de Paris a fait le choix, peut-être pas tous les jeux de données, mais utiliser principalement ODBL pour des logiques un peu de crowdsourcing, notamment les applications un peu de cartographie. Voilà, alors c'est l'exemple typique qu'on cite. Je publie les arrêts de bus, c'est plutôt RATP qui va le faire, mais et donc si j'enrichis ce jeu de données-là à partir de l'open data, à partir d'autre chose, évidemment, je dois publier de la même manière et ça peut contaminer du coup une application. Mais ça reste quand même des cas assez spécifiques. Peut-être une question pour Pierre en tant qu'usager, du coup, potentiel plus que producteur d'open data. Est-ce que vous avez des usages de ce type de données chez VinoTracker ou des besoins, des attentes? Vous aimeriez avoir ce type de données ou tel ou tel? Oui, j'adorerais avoir de l'open data. On a cité, je crois, c'est toi qui l'as cité tout à l'heure, les datas de Météo France là, qui ont rejoint l'aventure open data. C'est hyper récent en fait. Et la filière a énormément besoin de ces données-là pour développer un certain nombre d'applications. On va trouver aussi d'autres données dans GeoPortail, tout un tas de sources de données qui permettent à tout un tas de boîtes de développer des applications. Quand je regarde plutôt l'aval, les sujets qui m'intéressent moi, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Les données qui permettraient à un professionnel de la filière de comprendre plus précisément l'écosystème concurrentiel du grand marché du vin, il n'y a rien. Alors évidemment, c'est des sujets concurrentiels, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Mais si je prends un exemple, et je ne veux pas leur taper dessus, France Agrimaire aujourd'hui publie énormément de choses. Publie quasiment, il y a des bulletins tous les mois, il y a énormément de choses qui sont publiées et qui sont extrêmement intéressantes, sauf que c'est pas du tout activable. C'est-à-dire que c'est dans un format, soit la donnée elle est pertinente, mais elle est perdue dans un PDF qui fait 500 pages, soit elle est dans un format sans API, soit elle n'est pas à jour, enfin bon bref. Donc on est très embêté. Et moi j'aimerais bien que ce type-là, si je peux lancer un petit appel là, qu'il y ait un certain nombre d'institutions qui publient déjà de la donnée, le publient sous un format qui soit réutilisable, le plus réutilisable possible. Pas forcément que pour moi, mais pour tout un tas d'autres entreprises. Et donc, ce que je fais, en fait, c'est que je fais du pseudo-open data. Tu m'en veux, tu as le droit de m'en vouloir toute l'après-midi et jusqu'à la fin de l'année. Mais en fait, ce que je fais, c'est que ce que je collecte et ce que j'agrège et ce que je restitue, je le mets à disposition.
Et je le mets à disposition, parce que chaque fois que quelqu'un veut télécharger un dataset ou une visualisation, il a l'information de la donnée brute et de la source de la donnée, de son contexte. Je ne la caviarde pas, je ne la transforme pas. Mais il y a tout un tas de choses. Alors ça, c'est des institutions, mais il y a aussi d'autres sources de données qui sont plus des données qui sont aujourd'hui que les syndicats ou les interprofessions achètent à grands frais, en fait, hein, à grands frais auprès de grandes entreprises qui sont, pour la plupart, absolument pas françaises, qui sont des entreprises américaines, anglaises, etc., et qui cannibalisent, si je puis dire, le sujet en mettant à la disposition encore à grands frais de ces agences, de ces syndicats, des données très importantes de panels, d'études de marché, etc., dans un format évidemment extrêmement propriétaire, pas activable du tout. Voilà. Et donc, oui, il y a vraiment un besoin en fait d'avoir non seulement des sources de données, mais aussi des acteurs qui font du transfert, des acteurs qui permettent aux différents acteurs de la filière, offrant de services ou autres, de comprendre, de savoir comment utiliser, donc on a des bénéfices. De pouvoir les intégrer, c'est quoi une API dans la filière, savoir ce que c'est qu'une API. On est très très loin de tout ça. Donc il y a un chemin important à prendre. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Marc, il a abondé dans son sens, sur la part comment convaincre sur il a parlé des enjeux, il a parlé de la data visualisation. La data visualisation, c'est magique. C'est magique parce que je peux dire magique, hein. Je pense que c'est pas vrai, c'est magique parce que n'importe quel interlocuteur qui finalement a même une appétence assez faible ou pas de connaissance du sujet de la donnée, quand il voit quelque chose de simple, qu'il voit quelque chose de parlant, quelque chose qui est bien présenté, il percute et ça accélère son adoption, sa compréhension d'abord du sujet et ça accélère son adoption à utiliser le plus de données. Et puis, il y a un autre sujet qui me semble important, c'est que, en tout cas, moi je ne connais pas les autres filières de l'agriculture, mais dans la filière vitivinie, il faut travailler énormément avec des relais. Alors, on parlait tout à l'heure des techniciens de l'agriculture, on peut parler de tout un tas de gens qui passent leur vie, si je prends qui passent beaucoup de temps, en tout cas, chez les viticulteurs. C'est ces gens-là aussi qu'il faut arriver à convaincre. C'est ces gens-là qu'il faut doter d'outils simples pour qu'ils être un vecteur de propagation et d'adoption finalement de plus en plus d'outils de data. Merci. Je rebondis juste pour une question à Pierre Loup par rapport à ce que tu viens de dire nous inspire. C'est est-ce que Etalab et peut-être INRAE aussi d'ailleurs, est-ce que vous recevez des demandes d'utilisateurs ou de sociétés qui aimeraient avoir accès à telle ou telle donnée ou à telle ou telle évolution de format? Est-ce que vous centralisez ça? Est-ce que vous êtes débordé par le nombre de requêtes tous azimuts? Comment ça se passe, cette partie-là vous n'avez pas ça en catalogue, mais on aimerait bien avoir? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, oui, effectivement, on a beaucoup de demandes. Notamment de gens comme Pierre qui sont à la recherche de données spécifiques pour un cas d'usage qui est déjà bien en place ou pour une étude de marché ou ce genre de choses. Donc il y a une création de valeur qui doit se faire et la donnée parfois est manquante. Et donc ça, effectivement, les gens viennent nous voir. Ça se passe notamment sur Forum DataGouv où les gens disent j'aimerais bien voir de la donnée et par exemple, je pourrais dire j'aimerais bien avoir de la donnée sur telle ou telle récolte, je n'en sais rien. Est-ce que cette donnée existe? Donc nous, après, évidemment, on a pas mal de leviers d'action au sein des administrations, aller voir, déjà faire notre petite enquête, parce qu'on ne sait pas forcément nous où est la donnée. On va enquêter, on regarde, est-ce que la donnée elle est dans le ministère, est-ce qu'elle est chez le collectif. Et à ce moment-là, on engage des discussions pour savoir si la donnée, elle existe déjà, parce que peut-être que la donnée, elle doit provenir d'ici, mais elle n'existe pas à la granularité qu'on veut, ou avec la qualité qu'on souhaite, etc. Et après, s'engagent des discussions effectivement pour les ouvrir. Et ces discussions qui s'engagent pour les ouvrir, elles sont tracées et elles sont même publiques sur un site qui s'appelle ouverture.data.gouv.fr. Donc, vraiment, on a tout un écosystème, je peux citer tous les sites en data.gouv.fr. Et sur ce site, il y a un jeu de données qui donne tous les liens. Il est sur un site. Moi, je vois notre propre cuisine, on fait des trucs et derrière, on les republie. Enfin, ça marche vraiment comme ça. Pour que tout soit transparent sur toute la chaîne, en fait. On a ces demandes-là qui arrivent sur le forum est public. Ensuite, on trace ça sur le suivi d'ouverture.data.gouv, sur lequel donc, on a un tableau qui dit la donnée, il y a de la donnée il y a des marronniers, on peut se mentir. Juste ici, parfois c'était les données météo, mais par exemple les données
certaines données du ministère de l'Intérieur qui nous sont demandées et qui devraient même être publiques, sur lesquelles le ministère pourrait s'engager. Et donc, on a le suivi de ce sont ces données-là. Est-ce qu'elles sont déjà ouvertes? Est-ce qu'elles sont en cours d'ouverture? Si elles sont ouvertes, elles sont disponibles ici, sous quel format? Si elles ne le sont pas, qu'est-ce qu'elles sont disponibles? Et généralement, on a une échéance, on a sous 3 mois, sous 6 mois, sous 2 ans, etc. Donc on essaie, alors c'est pas des engagements, c'est plutôt des suggestions, mais on essaie de voir un petit peu, un peu au doigt mouillé parfois, malheureusement, parce qu'on n'a pas forcément la vision sur le SI, sur les SI, ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, mais c'est mes données. Effectivement, je pense qu'on a dit tout à l'heure, mais effectivement, il y a souvent des problèmes de chasse gardée, presque, de plate-bande, qui font que c'est parfois plus compliqué d'aller chercher les données ou d'aller gratter dans certains SI. Mais on avance et je pense que l'écosystème est en train de vraiment changer. On a beaucoup de retours sur ce sujet-là, soit de gens qui s'initient à la donnée et qui donc vont chercher à gratter, à aller un peu plus loin, et donc demandent de la donnée qui n'est pas forcément publique ou réutilisent de la donnée qui est déjà, et donc ça crée des appels d'air, en fait, on met des pieds dans des portes, et ensuite, la donnée, elle doit arriver, où est-ce qu'elle est qu'on va la chercher, etc. Et il y a un effet normalement aussi des acteurs qui disent, en fait, le public de la donnée, ça marche bien, telle administration le fait, pourquoi pas nous? Et donc, c'est cet effet d'emballement-là, et je pense qu'on y est vraiment dans cette espèce d'effet papillon il y a beaucoup d'administrations qui s'y sont mises, et on avance tous ensemble, et je pense qu'on y est. Donc, ça s'ouvre. Ok. Et des réactions pour Adi. Ouais, je vais compléter peut-être avec un regard aussi optimiste. Les choses s'ouvrent, oui, ça c'est vrai. Il y a un certain nombre de données pour lesquelles on est sollicité qu'on ne peut pas donner, parce qu'on n'est pas propriétaire de ces données. Elles nous ont été confiées en gestion, mais on n'est pas propriétaire. Et ce sont des données des fois qui sont historiques et qui sont assez anciennes, et à l'époque où le droit n'était pas celui qui est aujourd'hui, et donc les histoires de consentement n'étaient pas vraiment bien au point. En tous les cas, on a des données pour lesquelles on n'a pas reçu spécialement du consentement, on n'a pas de document écrit sur le consentement. Donc il y a ce type de données, et c'est très compliqué d'aller récupérer les consentements, et en particulier pour les distribuer à l'extérieur. Parce qu'en fait, dans la recherche, on dispose d'un certain nombre d'exceptions. Certaines données, on peut les utiliser à des fins de recherche, mais du coup, on ne peut pas les redistribuer pour d'autres fins, quoi. Donc voilà. Donc l'open data a un certain nombre de limites. La limite, c'est le consentement, quand même, c'est la propriété sur les données. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est capital de recueillir le consentement sur les données pour pouvoir les réutiliser. Et ce qui est compliqué, c'est que vous avez bien vu que dans le consentement, c'est on consent pour tel usage. Sauf que des fois, l'usage, quand on est dans l'open data, on n'est pas censé contrôler l'usage, quoi. Et là, pour le coup, des fois, il y a des freins aussi. Les gens sont prêts à partager leurs données, mais ils veulent savoir pour quel usage. Donc voilà, donc ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer pour l'open data. Alors, on est déjà passé du coup dans les difficultés, mais il n'y a pas de problème. On peut peut-être prendre une question dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les interventions qui ont lieu. Oui, donc Fanny Ténénos-Cliel, dans la réglementation européenne, désormais, il y a deux notions qui sont précisées en termes de circulation de données et surtout d'usage. C'est le consentement dès lors qu'il y a des données personnelles et l'autorisation pour utiliser des données à caractère non personnel. Donc, je pense que c'est ça dont vous parlez, c'est le fait de donner son autorisation pour un usage, un nouvel usage des données. Et c'est important quand même de aujourd'hui se conformer et bien regarder les textes qui sont très récents, hein, ça date de 2024-2023. Allô ? Oui, j'ai un degré de force, mais pour une raison autre, les données doivent être sur DataGouv et donc nous on va aller chercher quoi qu'il arrive, donc on les référence si elles sont ailleurs. C'est le cas pour plein de plateformes de données qu'on va moissonner, c'est le cas, mais il faut des fois pour monsieur du coup oui, j'aurais tendance à dire que oui, il y a des données ont vocation à y être, à venir sur DataGouv. Si vous avez la main, évidemment, vous avez.
Ça, je suis pas la réponse pour le coup, mais je pense qu'il y a une question de gouvernance, comme je le dis, elles arriveront à un moment donné, enfin, pour la partie qui sera en open data, parce que oui, voilà, la data, moi, je suis pas, ouais, c'est ça. il y a plein d'autres aspects et pour cette partie-là, bah, si c'est le cas, ça doit arriver sur DataGouv avec tous les mécanismes qu'on a bien décrits, soit directement, soit indirectement par moissonnage. Il y a plein de façons de le faire. Comme ça qu'il est vraiment pas technique, hein. Il est effectivement en termes de gouvernance et si j'ai bien compris, dans la data, il y avait plein de cercles de types de données possiblement échangeables et peut-être que ces cercles on peut démonter pour le faire différemment, mais pas comme ça. Bon, ben justement, on est dans les freins, donc c'est une parfaite transition. Donc il y a des problèmes de gouvernance, d'autres problèmes que vous avez mentionnés, Adi, notamment l'aspect qualité. Moi, je trouve que c'est un point souvent effectivement qu'on peut entendre. Vous pouvez peut-être détailler ces points-là ou compléter, parce que j'imagine il y a beaucoup d'autres freins à l'ouverture des données. Mais sur ce point de la qualité, oui, je pense que côté recherche, mais pas que, il y a sans doute cette raison-là qui monte. Est-ce que vous faites quelque chose pour lever ces freins? Oui, alors la première chose, c'est de se mettre d'accord sur ce que c'est que des données de qualité. Et je pense qu'on a tous des conceptions un peu différentes. On a commencé des réflexions au sein d'INRAE sur ce sujet-là, en mêlant tout un tas de personnes en discutant ce que sont des données de qualité. C'est multiforme en fait, hein, et ça touche aussi bien les métadonnées, la qualité des métadonnées. On n'a pas beaucoup parlé de métadonnées aujourd'hui, mais les métadonnées, c'est essentiel. C'est presque la première chose à faire. Avant que les données soient de qualité, j'ai presque envie de dire qu'il faut que les métadonnées soient de qualité. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a tout ce qui est, je dirais, la donnée proprement dite, au sens où les standards, ça on l'a vu, c'est assez évident. L'utilisation des vocabulaires, des bons vocabulaires. Quels sont les bons vocabulaires utilisés? Des fois, il y a plusieurs possibilités lesquelles on va utiliser. Les vocabulaires ne sont pas toujours les mêmes suivant les... Enfin, quand je dis les vocabulaires, c'est les dictionnaires, si vous voulez, de termes ne sont pas toujours les mêmes suivant les communautés. Donc là aussi, il y a à savoir quel est le bon vocabulaire à utiliser, puis il y a éventuellement des passerelles à voir entre les deux. Et puis, il y a la mesure. Il y a la mesure, pour tout ce qui est mesure, c'est est-ce qu'on embarque dans les fichiers de données les éléments qui permettent de qualifier la métrologie qui a été mise en place pour faire les mesures, quelles sont les erreurs, quels sont les référentiels qui sont utilisés. Et donc tout ça, ça fait partie de la qualité des données, et pour l'instant, c'est des sujets qui sont encore qui sont pas encore, dont on a conscience au moins partiellement et sur lesquels il faut travailler. Est-ce qu'il y a des standards en termes de métadonnées et puis peut-être détailler un peu ce que c'est que les métadonnées? Je ne sais pas si tout le monde le maîtrise complètement, mais derrière ce terme. Et est-ce qu'il y a des standards pour la recherche côté INRAE au niveau national, international sur les bonnes pratiques en termes de métadonnées sur les jeux de données que vous mettez à disposition? Alors, les métadonnées, c'est des données sur les données. C'est les données qui vont décrire un jeu de données en quelque sorte. Oui, il existe des standards. Dans certaines disciplines et sur certains types de données, pas sur tout. Voilà. Après, il y a toujours un minimum de métadonnées avec les auteurs, la licence, un ensemble de choses comme ça. Mais oui, il existe des standards et je pense que c'est important d'avoir ces standards, et en particulier quand on parle de moissonnage. Parce que souvent, en fait, en tout cas dans le domaine de la recherche, c'est illusoire de penser qu'on va arriver à tout mettre dans un entrepôt ou dans des entrepôts unique, et ce qui est important, c'est d'avoir plutôt des catalogues qui vont référencer les données, savoir où elles sont, éventuellement donner accès ou pas, suivant peut-être des autorisations sur certains types de données qui sont confidentielles, ou des données de santé, par exemple, où il faut faire de la recherche, il faut être chercheur en santé, et à ce moment-là, on a le droit d'accéder à ces données. Donc tout ça, donc le catalogage, c'est quelque chose qui est important, et le catalogage, un bon catalogage, il repose sur des métadonnées. Et là, encore une fois, des métadonnées qui sont unifiées, avec des vocabulaires qui sont unifiés, si on veut pouvoir faire les choses correctement. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va un peu bouger les choses, mais toujours est-il que la qualité de ces métadonnées est très importante.
Oui, l'aspect descriptif est clé. Alors, peut-être pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, pas tant, ça servira sans doute peut-être à améliorer la qualité des données, mais surtout, on parle beaucoup d'agents d'intelligence artificielle, d'automatisation de certain nombre de tâches. Alors, des modules qui ne sont plus des programmes informatiques déterministes, mais qui nous donnent une fonction. Et donc, ça veut dire que c'est encore plus important de bien décrire ces sources de données pour qu'elles soient programmatiquement accessibles et compréhensibles par un robot d'une certaine manière. Et donc là, on voit aujourd'hui des choses qui se mettent en place. Peut-être pour changer un peu de continent, la dernière note du commerce, du département du commerce américain, dépendamment des aspects politiques de ce qui se passe là-bas, c'était de dire comment la donnée de l'administration officielle, au sens produite réellement avec un certain nombre de gages sur la qualité, elle doit être rendue machine understandable, comme ils disent, plutôt que juste machine readable. Readable, ça veut dire qu'ok, on l'a rendue accessible, il y a des standards avec un minimum de description. Maintenant, à un moment donné, comment on s'assure que un humain, naturellement, mais aussi une machine, puisse la comprendre. Et pas plus tard que cette semaine, la semaine dernière, je crois, on avait un atelier, je reviens toujours à eux, désolé, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi des exemples assez aboutis de la Banque de France. C'est des gens, pour le coup, leur donnée, elle est super structurée, assez peu ambiguë et extrêmement décrite. Et en plus, très normalisée, parce que globalement, toutes les banques centrales s'échangent des données en permanence. Donc, et néanmoins, grâce à finalement l'augmentation de l'usage de leurs données par des gens qui ne sont pas de leur cercle habituel, ils se sont rendus compte que des données extrêmement bien décrites et pour eux complètement univoques, par une colonne où on dit ça c'est un coefficient de Gini, un truc statistique, et pour ça il n'y a pas de stress, tout le monde comprenait bien, mais en fait les gens pouvaient l'interpréter selon le contexte d'une manière ou d'une autre. Donc ils vont aller un cran plus loin dans cette partie-là. Et peut-être pour voir ça comme un potentiel assez énorme, plutôt que de juste voir des machines qui parlent à des machines. Nous, un autre de nos clients qui est la DILA, donc le journal officiel, le Bodac, etc. Donc si vous concevez ce genre d'informations via Datagoo ou directement vers la plateforme de la DILA, vous allez tomber sur les données assez bien décrites. Et ils se sont rendus compte récemment qu'il y avait une augmentation assez notable de la consommation d'API sur des jeux de données. Ils ne voyaient pas trop pourquoi. Et alors, ils ont un peu mené l'enquête. Alors, il y avait de la minimisation, mais ils ont quand même réussi à parler à des gens. Et ils se sont rendus compte que, en fait, les outils, type chatbot, type OpenAI, etc., en fait, étaient utilisés par des gens non techniques qui disaient, tiens, moi, je fais un cabinet juridique, j'ai envie de créer une application pour mes clients et qui va se nourrir des données qui sont disponibles sur le site de les gens n'avaient jamais écrit une seule ligne de code. Donc, ils ont posé cette question-là à ChatGPT ou je sais pas qui et qui, petit à petit, les a emmenés vers l'API. Et donc on voit que ça devient des assistants. C'est pas une discussion sur l'IA en l'occurrence, mais on voit que les outils à disposition je vais prendre des enfants adolescents ou autres, c'est plus un outil, un assistant pédagogique qui va les aider à les consommer de la donnée sans même savoir ce qu'est une API, etc. Donc on voit que les usages sont en train de se transformer énormément à une vitesse grand V. Alors certains disent c'est bien, c'est pas bien, c'est du shadow IT, j'en sais rien. En tout cas, c'est la vraie vie des lycéens jusqu'à des gens qui n'ont jamais écrit une ligne de code informatique. Et ça change quand même la relation à la donnée et le potentiel d'un certain nombre de choses. J'ouvre un petit peu le sujet, mais c'est donc la qualité de la donnée, ça devient essentiel et surtout la façon de la tracer, parce que dans qualité, en fait, il n'y a pas une qualité absolue. On voit bien qu'une donnée, elle peut être de très bonne qualité pour faire de la recherche, mais insuffisante en volume pour certains, et à l'inverse, des données statistiquement disponibles en masse, peut-être pas parfaites, mais qui en revanche vous permettent de tirer des enseignements extrêmement importants. Donc bientôt, c'est peut-être déjà le cas, c'est ChatGPT qui va demander à Etalab d'aller chercher le jeu de données qui n'est pas disponible, parce qu'il pâture. Est-ce que vous voyez ces outils pâturer? Alors j'utilise le mot pâturer parce qu'on est dans la maison des éleveurs. Sur les plateformes d'Open Data Soft, INRAE et d'Etalab, vous voyez une augmentation? Est-ce que vous avez repéré, les OpenAI qui viennent tous les jours vérifier ce que vous avez. Et puis, en plus, ce que je n'avais pas imaginé, des applications qui sont maintenant très faciles à faire par des non-codeurs qui peuvent aller chercher ce type de données. Oui, effectivement, il y a même nous en alerte, en fait, on utilise aussi pas mal l'intelligence artificielle juste pour se donner des idées de ce qui pourrait être, de comment on pourrait faire mieux, etc. J'aimerais revenir aussi sur le côté qualité des données en tant que frein, pas en tant qu'opportunité, parce que c'était un peu évoqué comme ça. Effectivement, on a beaucoup de freins, nous, dans le sens où, ce que disait tout à l'heure, c'est ouais, mais mes données, elles sont pas propres, je ne vais pas les ouvrir telles quelles. Alors déjà, il y a un certain nombre de données qui ne sont pas propres, qui sont déjà ouvertes, et même, j'allais dire, une donnée sale, ouverte, c'est quand même mieux qu'une donnée sale fermée.
Et donc, nous, on pousse vraiment pour ça. En fait, on a cette problématique de dire, mais ouvrez la donnée, ouvrez, faites, les gens feront ce qu'ils feront, et le mieux qui puisse vous arriver, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité plus tard. Donc, ouvrez tel quel, on s'arrange, c'est cool. Et ensuite, on va y aller petit à petit. On fera, nous aussi, côté DataGouv, on a des process de données où on prend par la main certains producteurs et on leur dit, bah, vos données, elles sont là, elles ne sont pas incroyables. Et donc, on fait des process pour eux en partenariat. Eux nous disent, bah, ça serait bien qu'elle cette tête-là. Ou alors, on a des réutilisateurs qui nous disent, bah, nous, les données, on aimerait bien les croiser avec ça aussi. Et donc, on produit, nous, des données à partir des données qui sont déjà publiques, des jeux de données qui sont agrégés, qui sont croisés, etc. Et qui sont eux aussi réutilisés à d'autres fins, parce que les gens, du coup, s'en servent même parfois à la place de la base officielle, parce que ces données-là, elles sont mieux structurées. Du coup, nous, c'est un peu cette valeur ajoutée-là qu'on a. C'est on sait un peu ce que c'est que de la donnée de qualité, mais de façon un peu, pas inconsciente, mais parce qu'on a l'habitude, en fait, on a vu, on nous remonte souvent les freins, et donc on arrive à savoir ce que les gens veulent, ce que les gens demandent en termes de qualité, et donc c'est ça qu'on applique au quotidien. Et du coup, sur l'aspect métadonnées également, sur l'interopérabilité des données, donc leur capacité à être transmises, récupérées et réingurgitées par d'autres applicatifs. Il y a un côté interopérabilité des métadonnées et donc du format des données. Il y a aussi un côté interopérabilité du contenu des données. Et je mentionnais tout à l'heure les données PIO, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui doivent être correctement structurées dans la donnée. Quand on parle de données PIO, ça peut être un code INSEE, une commune par exemple. Ça peut être un SIRET, ça peut être une parcelle cadastrale, ça peut être un identifiant spécifique type GTIN sur le marché pour les codes barres. Ça peut être tout un tas d'identifiants qui sont spécifiques, qui sont clés et qui permettent de faire des jointures. Et on revient sur le côté données brutes, c'est que si la donnée est brute et qu'elle est publiée en tant que telle avec des identifiants clés, ça va être très facile de faire des jointures avec plein d'autres sujets et parfois des jointures qui sont vraiment auxquels les producteurs ne s'attendaient pas, parfois la société ne s'attendait pas, et qui font émerger de nouvelles valeurs ajoutées. Et donc c'est ça aussi l'open data, c'est de voir émerger des solutions auxquelles personne ne s'attendait et qui répondent à un cas d'usage ou qui répondent à un besoin qui émerge, qui n'existait pas avant et qui arrive. Et donc on voit ces solutions-là qui se développent. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous convient. En tout cas, c'est le sens qu'on veut donner à la donnée. C'est vraiment ça, cette espèce de valeur ajoutée qui arrive et qui se crée quasiment de façon mécanique sur de la donnée qui est là, qui est publique et qui est réutilisée de la bonne façon, entre guillemets. Okay. Peut-être des freins. Oui, je voudrais noter. Mais sur ça, sur les freins, sur les défis, de ce que je vois depuis quelques années, enfin sur la filière Wiki, il y en a un certain nombre. D'abord, je pense que le premier, c'est la culture du secret. C'est la culture du secret. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne partage pas. On ne partage pas son rendement, on ne partage pas le prix de son vin, même si on le connaît, in fine, à la chaîne de distribution. Donc, on ne partage pas beaucoup. Donc, par défaut, si on ne partage pas, on n'alimente pas. Donc, il y a très peu de bases de données un peu consolidées. Donc, ça, c'est un premier frein. Il y en a un deuxième qui est il y a un sujet de compétence. Je pense qu'il y a un sujet de compétence, c'est-à-dire que quand on regarde chez un petit viticulteur ou même dans une très grande propriété, j'ai été la semaine dernière, cette semaine, dans une grande propriété bordelaise, très grande propriété, comme ça. Un peu vide, il faut relever là. Il faut que je relève un peu. Eh bien, les équipes informatiques, les équipes techniques, des équipes capables d'appréhender ou d'utiliser des outils technologiques ou digitaux assez classiques, elle n'est pas dans cette compétence. Donc ça devient un frein qui est très concret. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'institutions, plein d'organismes, plein de viticulteurs qui n'ont pas la compétence technique, qui n'ont pas la masse critique. De toute façon, ils ont pas la compétence technique, mais ils n'ont pas non plus, a priori, les budgets ou la capacité, ou ils n'ont pas mis la priorité là-dessus. Certains le font. Et donc, on commence à voir, et c'est pas une question c'est un peu une question de génération, on commence à voir arriver soit des néo-vignons, soit des gens qui sont soit des jeunes qui arrivent, qui s'installent, qui ont une appétence pour et une adoption beaucoup plus rapide aux technologies et à l'utilisation d'applications. Je pense qu'un viticulteur aujourd'hui doit utiliser 15 applications digitales sur son smartphone. 80%, c'est des applications sur la météo.
hein, et sur la traçabilité, sur le suivi de l'itinéraire technique. Mais voilà. Donc ça, je pense qu'il y a un deuxième frein. Il y en a un troisième qui est, me semble-t-il, et c'est un défi de transfert. C'est-à-dire que il y a trop de cercles disjoints. Pardonnez-moi, messieurs, des instituts techniques et des instituts de recherche fondamentale et appliquée, mais tous ces cercles sont relativement disjoints. La recherche fondamentale travaille plutôt bien avec la recherche appliquée. La recherche appliquée travaille un petit peu avec l'industrie, pas assez. Et l'industrie ne travaille pas très bien avec les syndicats, les interpros, etc. Et donc, ça manque, de mon point de vue, on manque de relais, on manque d'outils, on manque de circuits de transmission, on manque allons-y, très concrètement, de chefs de projet, de gens qui sont capables d'amener quelqu'un à adopter une solution parce qu'il comprend les enjeux métiers, parce que il sait que il aussi a une application qui tient vachement la route là sur les coûts de production et qui va inciter tel ou tel agriculteur à l'utiliser. Et donc cette courroie de transmission aujourd'hui, je pense qu'elle est absente. En tout cas, elle est très faible là. En tout cas dans la filière que j'observe. Et il y a des choses formidables qui sont faites, mais vraiment extraordinaires. Je pense qu'en termes de recherche appliquée en France, on est extrêmement bon dans le monde, reconnu comme tel. Et finalement, l'adoption des solutions, alors en robotique, intelligence artificielle, robotique, dans la vigne, on commence à voir, ça se développe vraiment, réellement, mais ça ne va pas jusqu'au bout de la chaîne. Et donc aujourd'hui, quand on regarde, je prends un exemple, comment un viticulteur évalue sa performance économique, dans un grand nombre de cas, le seul indicateur qui suit, c'est sa gestion de trésor. Donc on est quand même très très loin du sujet de la performance économique. Et donc on peut l'aider avec des solutions qui existent déjà, du coup, dans d'autres filières. On peut l'aider en lui apportant des outils où il y a de la data, où il y a un peu de digital, où il y a une application qui lui permet de comprendre, de se positionner sur la performance économique de son exploitation, de ses coûts de production par rapport à un certain nombre d'autres. Donc voilà, ça c'est encore de mon point de vue un frein, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de transfert, il n'y a pas suffisamment de conscience, de volonté et bon, il faut être très clair, pour aider au bout de chaîne le viticulteur à adopter des solutions un peu plus innovantes. Il y en a tout un tas d'autres. Tu parlais tout à l'heure de la visualisation, c'est des choses qui sont déployées dans les plateformes d'Open Data Soft. Est-ce que c'est un levier, ça, justement, pour à la fois pour la partie montée en compétences, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les compétences ni d'intérêt à regarder un tableur de données. Est-ce que c'est quelque chose qui est un booster, finalement, et vous accompagnez aussi ce volet-là de la data vise? Alors, on l'accompagne, enfin on l'accompagne avec tous les outils, et après la visualisation, c'est pas juste faire des graphiques, c'est trouver les bonnes façons de représenter de manière utile et impactante une information. Donc on s'associe souvent d'ailleurs à des structures qui sont plutôt issues du journalisme, qui savent en très peu d'informations capter l'attention et délivrer le bon message. Donc ça existe, des data journalistes et des sociétés spécialisées là-dedans. On s'associe souvent à eux. Et donc oui, c'est extrêmement important. C'est important mais pas que pour booster. Je voudrais pas qu'on ramène tout comme s'il y avait un objectif absolu à ce que les gens consomment de plus en plus de données. Évidemment, ça va consommer de la donnée, mais encore une fois, il faut que ça soit utile dans le quotidien de chacun. Et si vous interrogez, et on faisait le sondage d'ailleurs en fait dans cette salle, si je vous demandais à chacun de dire c'est quoi la donnée pour vous, certains diraient une API concevable comme si, d'autres une donnée brute, mais probablement que la plupart, mais en tout cas c'est ce qu'on entendrait la plupart du temps ailleurs, c'est un graphique. Si je demande à ma mère, elle me dit souvent c'est quoi la donnée, elle me dit c'est la donnée, c'est le graphique que j'ai vu en première page du journal, quoi. C'est ça la donnée. Et il y a une carte, et il n'y a aucun intérêt à lui faire comprendre ce que c'est qu'une donnée brute et une API. Donc ce qu'on voit surtout nous en termes de demande de nos clients et des gens avec qui on travaille, c'est d'ailleurs de voir la donnée plutôt comme pardon pour l'anglicisme, parce que c'est un peu l'industrie tech est en train de se structurer avec ces termes-là. Ils parlent souvent de data product. Le produit donné, c'est une donnée qui a été rendue, je dirais, utile par tout un tas de moyens, donc et qui est consommable dans son état. Donc un jeu de données bien décrit avec ses métadonnées, c'est un produit donné. Mais une visualisation issue d'un VinoTracker ou d'un outil de business intelligence du marché, pour nos clients, c'est un produit donné. Il y a 4-5 sortes aujourd'hui, donc c'est assez documenté, ça commence à
Et donc, quelque part, ce qu'on nous demande, nous, sur les portails, ce n'est plus simplement d'exposer les données brutes en tant que telles, même si évidemment, c'est encore l'essentiel du sujet, c'est tous les produits donnés. Donc, il faut que je sois, quand j'arrive sur mon portail, sur ma marketplace de données, comme les analystes IT sont en train de prendre ce terme-là, sans aucune d'ailleurs connotation de monétisation, mais marketplace au sens expérience qu'on a aujourd'hui sur une marketplace grand public, où on peut aussi bien trouver des frigos et des chaussures sur le même marketplace, et peu importe que ça soit hébergé d'ailleurs sur la marketplace vendue ou par un tiers. Donc c'est l'analogie. Hein. Donc les portails des données sont vraiment en train de devenir des marketplaces de data, et dessus je dois pouvoir aussi bien trouver une API, un jeu de données, une visualisation, et entrer en contact avec son consommateur. Donc c'est ça l'évolution. Donc j'ai un peu élargi à la question. Les visualisations évidemment sont clés, parce que quelque part, soit ça va donner l'information que recherche la personne, soit, si je fais un peu cette analogie avec le monde de la grande consommation, c'est un peu la tête de gondole, hein, qui fait que voilà. Et donc quand on va ensuite essayer d'aller plus loin. Et quand je pense que dans nos clients institutionnels qui ont le plus travaillé là-dessus, maintenant il y en a beaucoup, hein, mais c'était peut-être les URSSAF, ça commence à faire 5-6 ans, et si on leur dit vous faites open data, vous mettez pas que les données brutes, en fait vous avez mis tout un espèce de paravent de visualisation. Nous on le voit parce que des fois les gens se trompent, hein, et plutôt que de contacter les URSSAF, ils nous contactent la boîte mail Open Data Soft et on reroute, mais je suis ou la CNAM, mais data.amelie.fr, ça va être un professeur d'oncologie à Lyon qui il va d'abord chercher les données via une visualisation. Et après, peut-être qu'il a dit à ses étudiants d'aller faire des recherches, des trucs. Et donc, c'est ça la réalité. On rentre d'abord par un élément compréhensible. Tout le monde ne sera pas data scientist, hein, et très bien aussi, hein, tant mieux, absolument. Moi, je retourne un peu sur la visualisation. Moi, dès le début, en fait, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est, on dirait, directrice artistique, qui a ce savoir-faire de visualisation. Parce que je me suis dit, dès le début, il faut faire des choses qui soient d'abord extrêmement bien conçues, en travaillant avec des datasets qui soient extrêmement... Donc, avec le café, effectivement, des métadonnées qui soient extrêmement bien décrites, etc. Donc ça, c'est le prérequis, je dirais. C'est indispensable. On va faire de la data vis surtout n'importe quoi. Mais ensuite, soigner particulièrement, effectivement, la data visualisation, c'est que, et effectivement, si vous regardez un petit peu la presse internationale, si vous regardez le New York Times, si vous regardez notamment le New York Times, mais le monde s'y est mis depuis il y a quelques années, et effectivement, les médias utilisent à fond ces outils. Et moi, j'utilise aussi de temps en temps ce qu'on appelle le storytelling pour raconter des histoires qui sont à la fois adossées à des gros datasets, mais en les restituant, en racontant des histoires avec des visualisations qui vont permettre au maximum de gens de comprendre. Et je fais aussi parfois chez des clients des ateliers de création finalement de visualisation. Et donc pour aider des gens qui produisent des rapports systématiquement tous les ans, la capacité justement d'abord d'organiser ces données sources qui régulièrement vont venir d'une année sur l'autre évoluer, etc., mais avec une notion d'historique. C'est comment gérer correctement ces données sources, comment avoir des visualisations qui soient relativement impactantes, d'abord qui soient correctement faites, qui soient plutôt jolies, et qui permettent, encore une fois, à un maximum de gens de comprendre le message qu'on veut faire passer. Et quand on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément d'appétence ou de compétences sur la donnée, quand on travaille avec des fichiers, souvent des fichiers Excel qui ne sont pas forcément des très, très gros fichiers, mais qu'on arrive à représenter ne serait-ce que je n'utilise même pas d'outils de data visualisation, je vais déjà utiliser des fonctionnalités de base d'Excel, on arrive déjà à faire des choses. Donc, l'idée, c'est pas de se dire qu'on a besoin absolument d'expertise et de gens comme nous pour utiliser, mais on peut déjà utiliser tout un tas d'outils natifs pour le faire. Moi, j'utilise dans MinoTracker un outil qui s'appelle Flourish, qui est très simple, qui est gratuit. Moi, j'ai une version custom qui est gratuite et qui permet très facilement à celui qui connaît un peu Excel de faire des choses extrêmement bien. Et il y a des dizaines de templates utilisables qui sont facilement utilisables. Donc, je veux dire, le pas à franchir, il n'est pas colossal et ça apporte énormément. Dernièrement, on faisait une restitution d'études pour un client, un syndicat, et on travaillait sur très très gros fichiers et on devait travailler sur l'élasticité des prix en grande distribution. Et cette étude avait déjà été faite par le passé avec des restitutions visuelles qui étaient assez pauvres, si je puis me permettre, et donc voilà, on tartouillait autour du sujet. Et là, on a fait des choses qui sont à la fois très simples, on a vraiment beaucoup réfléchi à la manière dont présenter le sujet,
de façon à ce qu'ils puissent percevoir tout de suite l'impact finalement des résultats qu'on avait identifiés. Et ensuite, on s'est intéressé aussi à la pression fiscale qu'il peut y avoir sur un certain nombre de produits. Et comme on avait un dataset qui était extrêmement clean, on a pu très facilement coder des fonctions qui permettent d'instancier des hypothèses de pression fiscale. Et tout de suite, il a vu l'impact que ça avait sur l'ensemble des produits de sa gamme. Et ça constitue, je reviens, je le disais tout à l'heure, aussi un outil de communication. Fournir des portails à ses clients sur lequel il va devenir autonome, il va être capable lui-même, en bout d'un an ou deux, de l'alimenter, parce qu'il aura un processus d'alimentation de données correct, on l'aura aidé à mettre en œuvre, et que d'une année sur l'autre, il puisse uploader ces nouvelles données et avoir un portail qui, automatiquement, en fait, lui donne la visualisation mise à jour. C'est un gain de temps considérable et un gain de temps dans la capacité à propager l'information. Merci. Donc, merci pour ce point. On va peut-être prendre, si vous avez des questions dans la salle sur cette partie-là, des freins ou des défis, c'est open sur le chat. Pas de questions. Si, il y en a une. Si. Bonjour, Étienne Harry de Terranovia. On a parlé d'open data. Allô, voilà. Je voulais savoir si vous allez plus loin, vous allez vers le linked open data, vers les données ouvertes et liées, ou vers le web sémantique. Je pense que c'est l'INRAE qui a un thésaurus en ligne qui est peut-être qui va le plus loin au niveau des ontologies. Voilà, je voulais savoir comment vous vous situez vis-à-vis du web sémantique. Merci. Oui, oui, naturellement, on va vers ça, et on va vers aussi des distributions de données qui sont liables, quoi, hein, donc avec des formats de type RDF, des choses comme ça. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième étape, quoi. Déjà, la première étape, il faut déjà l'assurer, et la deuxième étape, évidemment, quand on parle de qualité des données, après, c'est tout ce qui est les technologies du web sémantique et tous les concepts du web sémantique, avec les identifiants uniques, avec les URI et les choses qui permettent de lier les données. Absolument. Oui, le liable, en tout cas, linkable, je sais pas comment, plutôt que linker dans une base qui les enfermerait dans un seul format d'ontologie, c'est clairement le modèle. Hein. On peut peut-être citer encore un exemple d'un autre secteur dans un autre pays. Une approche assez différente de ce qui est fait en France dans le même secteur. Hein. Nous, on travaille pour 7 sur 10 des équivalents d'Enedis en Grande-Bretagne. Et c'est sous l'impulsion du régulateur. C'était un secteur qui était assez en retard. Et d'ailleurs, ils sont tombés sur nous parce qu'ils ont dit, tiens, on voit la même technologie que Enedis. Pour nous, c'était nous. Et en fait, l'approche du régulateur, ça n'a pas du tout été d'avoir une approche un peu homogénéisante dans la façon de stocker les données, etc. En revanche, de décrire extrêmement précisément. Voilà, je veux, avec une requête sémantique, d'une certaine manière, pouvoir interroger les 8, on a 7 sur 8, les 8 sources de données, donc des 8 opérateurs, de manière toujours, en étant certain de récupérer les bonnes données à la bonne granularité selon les bons concepts, on va dire, de ce qui intéresse le régulateur d'énergie anglais. Mais allons un peu plus loin que ça, puisque leur logique, c'est vraiment la transition vers le zéro carbone et donc de fournir ces données-là à tout le monde. Plutôt que d'avoir une approche sur un espace de données commun où il aurait fallu que tout le monde se mette au carré sur la façon de stocker ça. Donc on voit qu'il y a un enjeu extrêmement important à rendre les données liables sur la base d'ontologie, et donc ça met une forme de, c'est pas de pression, parce que plutôt un guide pour les plateformes telles que la nôtre et d'autres, j'imagine, à exposer cette connaissance avec le meilleur tagage sémantique possible, qui peut être multiple d'ailleurs sur une même donnée. Et donc c'est ce sur quoi, nous on mène pas mal de travaux de R&D là-dessus en tout cas, mais après il y a plein d'autres aussi. Oui, c'est un sujet important. Okay. Oui, je prends le micro. Ouais, ok. Ok, ça marche. C'est une question qu'on a eue hier dans des discussions avec les instituts techniques agricoles. Quand on a parlé d'open data, finalement, on avait beaucoup de questions autour de l'utilisation, quand on se met du point de vue d'un institut qui pourrait fournir des jeux de données ouvertes. Et bon, là, on est défi limite, mais plutôt une crainte, c'est de dire comment on suit cette utilisation. Est-ce qu'on la suit au début, je crois qu'Adi disait, justement,
on ne la suit pas forcément et après on a des retours en direct sur cette utilisation. Donc déjà, est-ce qu'on la suit? Comment on peut la suivre? Et on avait aussi un peu cette question, cette crainte sur finalement comment prévenir des utilisations malveillantes ou détourner des données qu'on a mises en ligne pour après remonter d'un résultat qui a été créé jusqu'au fournisseur en faisant le lien direct, alors que peut-être les manipulations ou les interprétations ont été un peu détournées. Voilà, on s'est posé cette question-là. Je vais commencer à répondre. Oui. Donc la première question, c'était comment suivre l'usage des données. On a peut-être des conceptions de l'open data qui est un peu différentes. Moi, je pense qu'il ne faut pas suivre l'usage. En fait, on est plutôt dans une dimension un peu différente, c'est-à-dire, enfin, en tous les cas, quand on est en recherche, on est sur une dimension où on participe à connaissance collective et donc on donne, quoi. Enfin, c'est notre mission. C'est intrinsèquement, notre mission, c'est de participer, de favoriser l'innovation, quelle qu'elle soit, quoi. Donc là-dessus, je pense que il faut s'imprégner de ça. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau INRAE, c'est plus dans cette logique-là. Voilà. Après, je sais qu'il existe des méthodes de recherche d'impact, de voir quel est l'impact d'un travail en particulier et de façon ponctuelle, je pense que ça peut être mené, mais d'avoir une vision exhaustive de la façon dont les données sont utilisées, je pense que c'est assez compliqué. L'autre question, c'est sur la responsabilité, c'est ça? Les détournements. Les détournements, oui. Les usages, oui. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas vraiment... je ne suis pas sûr qu'on puisse empêcher les mésusages. En fait, derrière la question du mésusage, c'est quelle est la question de la responsabilité, souvent. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on dit aux chercheurs, c'est que lorsqu'ils utilisent des données, lorsqu'ils produisent des données, ils sont responsables de la donnée qu'ils ont produite, pas de l'utilisation qui va en être faite. Quand on publie un article de recherche, on est responsable de l'exactitude de ce qui a été dit, de ce qu'on a fait. Après, si la recherche est réutilisée dans d'autres contextes, là, on n'a pas la responsabilité. Donc, ça, c'est sur le plan purement légal. Après, il y a la question un peu éthique et déontologique, quoi. C'est-à-dire que, alors encore une fois, je me place en tant que chercheur et pour la communauté de recherche, c'est que après, les chercheurs ont leur libre arbitre et s'ils considèrent que les données qu'ils vont produire peuvent être détournées à des fins néfastes, on va dire, eh bien, à ce moment-là, on les publie pas, tout simplement. On les produit pas. On est responsable de ce qu'on fait d'un point de vue déontologique du travail qu'on fait. Le dernier point, c'est pas parce qu'on parle d'open data, de machine ou d'outillage que l'émetteur n'a pas effectivement sa responsabilité, son libre arbitre. Ce qu'on a vu, c'est peut-être au-delà d'une conception différente, en tout cas, il y a des possibilités. Enfin, voilà, derrière le mot data, il y a tellement de réalités différentes entre les data d'un travail de recherche, des données produites automatiquement sur la disponibilité du prochain métro qui passe en dessous. Enfin, on va pas vraiment parler des mêmes sujets, quoi. Et pour peut-être sur ce dernier point, on voit que typiquement, pour prendre un exemple local, donc RATP juste à côté, Île-de-France Mobilité, sur une même donnée, elle va avoir 3 conditions d'accès. Et réellement, c'est vers la plateforme du STIF, d'Île-de-France Mobilité. Donc vous allez avoir un accès libre et anonyme. Si moi demain j'ai envie de faire de la recherche ou de commencer à tester des choses pour innover, si j'ai pas besoin de me déclarer, je télécharge et voilà. Si je veux avoir un niveau de relation avec l'émetteur, parce que j'ai envie d'être prévenu, je bâtis mon modèle économique dessus, j'ai envie d'être prévenu des évolutions, des prochaines maintenances de cette plateforme, je me déclare, mais on m'oblige pas à le faire. Et si je suis un gros consommateur de ces données, parce que, alors c'est pas comme ça qu'ils font en vrai, mais imaginons que prenons Citymapper par exemple, une application que vous utilisez peut-être, elle peut pas se traiter dans Google, qui s'est construit 100%, là je fais une consommation intensive et c'est pas à moi de France Mobilité d'aller payer la 25 pour ce genre-là. Et là je rentre même dans une logique de monétisation non pas de la donnée, mais du service d'accès à la donnée. Donc on voit qu'il y a vraiment toute une possibilité de choses qui respectent les principes de l'open data, à savoir gratuité, format standard,
etc., mais qui peut comme on parlait de sous-produits au pluriel, hein, il y a plein de, et encore heureux, et donc il y a toute une démarche qui, à un moment donné, permet de construire sa propre stratégie, d'apprendre. Je comprends les craintes, hein, enfin, quand on l'a fait différemment pendant longtemps, on peut avoir, et elles sont je comprends les interrogations qui sous-tendent les craintes, donc on peut y aller petit à petit, et tout est possible. Techniquement, il n'y a pas de frein, et on n'est pas obligé d'y aller. Là, j'ouvre tout, et puis on regarde bien ce qui se passe, quoi. Ça marche pas, en plus, en général. Après, sur les mésusages, c'est assez lié. Nous, on entend de plus en plus aussi de gens qui disent, en fait, c'est en ouvrant que je commence à détecter les usages. Parce que finalement, faut pas croire que les données ne circulaient pas avant. Hein. Elles circulent sous le manteau. D'ailleurs, ça entretient bien des fonds de commerce, de rente de gens qui souvent font en sorte qu'on ne voit pas parce que ça arrange quand même pas mal de gens des fois de pas ouvrir. C'est plus les clés USB aujourd'hui, mais les données, elles circulent. Faut pas croire qu'elles circulent pas, qu'elles se partagent pas, sinon il y aura pas de travaux, etc. Donc là, c'est des gens qui, avant de me regarder en tant qu'architecte IT, en disant, oh là là, mais attention, il faut mettre des cadenas partout, ils disent, finalement, le fait d'ouvrir, ça me permet de détecter mes usages étant pas forcément d'ailleurs pour une question néfaste, hein, ça peut être pour une question, tiens, vous utilisez le référentiel de données d'il y a 4 ans, pourquoi est-ce que vous faites ça, alors que j'en ai un qui est via une API, etc. Ou au contraire, pourquoi est-ce que vous téléchargez tous les vendredis la totalité des données, alors peut-être qu'il y aura une bonne raison, on va détecter un usage, soit il n'y a pas de bonne raison, attendez, ne le téléchargez pas, utilisez tel mode d'accès, etc. Donc ça permet de petit à petit faire évoluer son architecture data de manière positive. Donc il y a tous ces risques-là, ces craintes, qu'elles n'existent pas, elles sont ressenties, donc elles sont réelles. Hein. Maintenant, il faut les prendre un peu de manière pragmatique et il y a toutes les solutions pour emmener les gens sur un chemin construit autour de la data, quoi. Effectivement, je trouve que quand on parle d'open data, c'est très compliqué et c'est une mauvaise pratique de présager des usages. On ne peut pas se dire qu'on ouvre de la donnée parce que ça va répondre à telle ou telle problématique, notamment parce qu'on n'a parfois pas conscience des usages qui vont en être faits, et c'est la création de valeur va se faire à cet endroit-là, en fait, parce qu'il y a un manque qui sera pallié par une ouverture de données. La donnée n'était pas disponible avant, elle l'est maintenant. Ah bah tiens, ça y est, je peux me brancher dessus et capitaliser, croiser avec des données que j'ai déjà, etc. Donc ça, c'est des usages qui vont être créés. C'est très compliqué de les quantifier a priori et essayer de le faire et ne pas ouvrir parce qu'on se dit peut-être que ça sera mal utilisé. Je pense que c'est un frein qui est culturel malheureusement, mais qui est une mauvaise raison en réalité de ne pas ouvrir la donnée. Notamment, nous, côté DataGouv, on n'a jamais vu de mauvais usage de la donnée au sens néfaste, notamment parce que la donnée, parce qu'elle est brute, non biaisée, elle est factuelle. Et donc, le pire qui puisse arriver, c'est de tirer des conclusions qui disent le producteur de données, par exemple les hôpitaux, on pourrait dire, oui, ils ouvrent les données sur les lits, peut-être qu'un jour ça ira, on espère. Il y a moins de lits maintenant qu'avant. C'est une conclusion qui est mauvaise dans le sens où on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais c'est une conclusion qui est factuelle. Donc c'est compliqué de blâmer le producteur de données. En réalité, c'est pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour évaluer les politiques publiques, pour les mettre en place. Mais on n'a jamais vu sur ta donnée qui est sortie des usages qui seraient vraiment non éthiques ou ce genre de choses. Et c'est probablement plus simple de faire de la désinformation quand la donnée n'est pas sortie que quand la donnée est disponible. Au moins, c'est pour ça que c'est l'avantage. C'est beaucoup plus compliqué de faire parler, de mentir sur une information qui est là. On l'a vu notamment à l'époque des pénuries de carburant. Les données étaient fournies, elles étaient factuelles, c'était même impossible de se tromper en fait. Et du coup, le ministère de la Transition écologique, se basait quotidiennement sur des taux de rupture qui étaient remontés en temps réel par les stations-service. On va dire, actuellement, telle station-service, ça ne va pas. Il y a un département, un territoire complet qui est à l'arrêt sur tel type de carburant, etc. Donc, c'était des données qui étaient factuelles et qui permettaient des usages de type, là, la station-service plus proche, qui peut me dépanner en samplon 95, elle est à 15 km de chez moi et toutes celles qui sont avant, elles ne sont pas là. Donc ça, c'est pour le côté présager des usages et des mésusages. Sur le côté traçabilité de la donnée, je rejoins beaucoup dit sur ce côté-là, c'est en fait l'open data, le jeu de l'open data, c'est en partie de lâcher des données et de dire moi j'ai produit ça, faites-en un peu ce que vous voulez. Moi je m'en sers pour ça, parce que généralement, comme je disais tout à l'heure, si l'open data est un sous-produit de ce qu'on fait au quotidien et que les SI en déposent une partie en l'ouvrant, en réalité, il y a d'autres usages qui sont faits en interne, et donc on dit, moi je fais ça, la donnée, elle vit sa vie chez moi, faites ce que vous voulez avec cette partie-là. Et
Et donc c'est très compliqué de le tracer parce que l'open data c'est aussi téléchargé en tant que je suis sur Internet, mais je ne suis pas connecté. Et même si les utilisateurs sont connectés, nous on n'a aucun moyen de savoir qui télécharge la donnée. On a juste des nombres qui arrivent. Donc on sait que la donnée elle a été chargée 15 fois, mais on ne sait pas qui. Mais c'est pas grave. Généralement il y a deux choses. En fait, il y a le côté que les usagers généralement les réutilisateurs sont eux-mêmes très contents de pouvoir mettre en avant les réutilisations qu'ils font de la donnée, de dire moi Guillaume Rosier, moi j'ai créé Covid Tracker. Je le référence sur DataGouv, ça fonctionne, ça répond à un besoin, et en réalité, c'est presque une création de service public. Si le cas d'usage est bon et que le besoin est là, alors le service rendu sera reconnu, et donc remontera de lui-même, en fait. C'est sélection naturelle parmi les réutilisations, quasiment. Le produit remonte parce qu'il est utile, et parce qu'il fait du bien, et il répond à un besoin. Ce qu'on remarque aussi côté DataGouv, c'est que en réalité, plus le producteur est proactif envers les réutilisateurs et anime sa communauté de données, plus les restitutions sont bonnes. On l'a vu au cours des 4 ou 5 événements qu'on a organisés l'année dernière, notamment celui avec Météo France, où le fait de dire venez, on a des données, venez n'importe qui, on s'en fiche, venez. On se met à 80, on fait une petite équipe de 4. Et pendant 2 jours, on bosse sur prenez les données que vous voulez parmi celles qu'on publie, même parmi celles qu'on publie pas, croisez avec ce que vous voulez, faites des trucs. Le fait de s'engager comme ça en tant que producteur de données, d'aller tendre la main en fait à des gens en disant ça c'est mes données, venez on travaille dessus, j'ai pas la science infuse, peut-être qu'il y a des trucs qu'on fait pas et qui sont intéressants à faire. Ça c'est une attitude en tant que producteur de données qui est extrêmement intéressante et qui est même extrêmement positive et gratifiante parce que c'est un cercle vertueux, en fait, tout simplement. C'est l'inverse de j'ouvre pas ma donnée parce qu'elle n'est pas propre, parce que j'ai peur. Parce qu'ouvrir ces données, c'est aussi prendre un risque. C'est prendre le risque qu'on se fasse tomber dessus parce qu'elles ne sont pas propres, parce qu'elles ne sont pas complètes, etc. Mais il y a l'autre côté, en fait, il y a le revers de la médaille, c'est j'ouvre mes données et je vais j'abonde dans le sens de je vais m'améliorer, je cherche de nouveaux usages, je cherche à ce que ça aille mieux, à faire avancer les choses. Et des fois, on a des belles histoires au cours d'un hackathon, il y a un produit. Le ministère, l'administration, n'y avait pas pensé. Et en fait, ça devient une startup d'État. Et paf, on a fait ça en 2 jours, on a fait un POC, on s'est rendu compte que ça répondait à un problème crucial. On a pu. Et ça, c'est des histoires qui sont super parce que ça montre que l'ouverture de la donnée, en fait, elle crée de la valeur, elle crée des services publics. Donc c'est le mieux qui puisse arriver, je pense, dans le cadre de la donnée. Et je pense qu'il ne faut pas présager ni des usages, et il faut vraiment se mettre dans une position d'ouverture et d'entraide en fait quasiment sur la donnée. Jean-Marc, la dernière, et après on passe à la dernière séquence. C'est pas de sensualité, mais les 2 exemples testés, c'est sur le dernier, ça crée mais c'est bien depuis des startups d'État, service public, souvent ça recrée un frein à l'ouverture. Enfin, nous on constate quand même assez souvent, c'est à partir du moment où l'externe crée quelque chose dont l'émetteur pensait qu'il était le dépositeur et légitime pour le faire. On a vu beaucoup de refermetures derrière. C'est les anticorps classiques, c'est pas propre à l'administration. Non mais attendez, ils font ça, c'est à moi de le faire. C'est quoi ce truc? Donc voilà, donc ça c'est. Il faut juste anticiper. C'est pas grave, mais c'est quand même assez classique. Et c'est comme tous les trucs acquis, ça peut vite repartir dans l'autre sens. Moi, j'aime bien, ça donne à voir son métier. Enfin, je pense que cette anecdote, je la raconte depuis 10 ans, mais je la trouve top. C'est l'île de Paris, début d'ouverture un petit peu systématique de l'open data, différents services métiers, la responsable de l'époque des bibliothèques municipales. Elle rentre on va ouvrir les données, c'est avant la loi, etc. Donc pourquoi et plutôt une crainte. Pourquoi je voudrais mes données, de rester les données statistiques et les inventaires de ce qu'il y avait dans les bibliothèques municipales. Voilà, gouvernance de l'époque, on lui impose un petit peu les choses, c'est ce que j'observais, moi je sais pas. Et puis finalement, on ouvre les données des bibliothèques. Résultat, 2 semaines après, des super articles dans la presse, que lisent les Parisiens, qu'est-ce que les enfants empruntent, etc. Ça a à voir l'existence les gens connaissent l'existence, mais de ce qui s'est passé, du travail incroyable qui était fait par les documentalistes, etc. Donc voilà aussi comment on peut retourner des craintes qui sont pas des craintes sur la donnée, mais de dire mais pourquoi je le ferais. En fait, souvent c'est pourquoi je devrais le faire. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais donner à voir ce qu'on fait, donner à comprendre, mettre en lumière un travail incroyable que les uns et les autres font, je pense que c'est souvent commencer par ça. C'est une bonne manière de faire, pas très compliqué. Souvent, c'est les données les moins sensibles. Et ça permet d'engager tout le monde dans une dynamique collective sans aller tout de suite sur les trucs trop pointus et experts. Et voilà, c'est juste une petite note de choses un peu simples à faire. Ok, tu peux garder le micro. On va passer sur la 3e et dernière séquence, c'est sur les perspectives
le futur, comment on se projette dans un avenir 5 à 10 ans, mais comment vous voyez dans votre domaine, dans votre secteur, évoluer l'open data sur le plan réglementaire, sur le plan technologique, sur le plan des usages? C'est quoi votre vision? Alors ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est sur l'agriculture. Voilà, est-ce que vous avez des envies particulières pour développer ce secteur-là dans le monde agricole? Déjà, sur comment vous voyez les perspectives de l'open data sur les plans techno, réglementaire, usage, c'est quoi l'avenir? Usage, enfin l'avenir, en tout cas, ce qu'on observe, et je pense qu'il va s'amplifier, c'est qu'on en fera de plus en plus, en en parlant de moins en moins. Sur ce que c'est voilà, je prends des exemples de fonds, etc. Il y a pas mal de gens qui utilisent l'open data comme un moyen, mais ils n'ont pas besoin de dire j'ai fait de l'open data. Mais en revanche, ça a toutes les caractéristiques. Et c'est, encore une fois, j'adorais cette expression, je le connaissais pas avant qu'il présente sa plateforme, le DSI des causes. Voilà, c'est la façon moderne, enfin, c'est le moyen moderne de diffuser de l'information dans ses caractéristiques techniques, licences, etc. Sachant qu'il y a plein de licences. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est un peu la norme. Et on parlera de l'open data peut-être un peu comme un élément un peu sous-jacent, mais ensuite on n'aura pas besoin d'en parler à chaque fois qu'on en fait. Donc ça, pour moi, ça peut paraître contre-intuitif vu le nom de la société, etc. Mais c'est pas grave. Je changerai de nom. Je changerai de nom, mais même pas besoin. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas changé de nom et qui continuent à sous-tendre les choses. Deuxième aspect, c'est ce que j'évoquais il y a un instant. C'est, je pense que à embrasser toute la diversité des produits donnés. Je pense qu'il faut aussi des fois arrêter. Évidemment, la donnée est brute, non convertie, non transformée, c'est important. Mais je pense que les évolutions technologiques, notamment tirées par l'IA, pas que des outils, la prise de la décision, les automatisations en général, font que voilà, on doit appréhender la donnée dans une diversité plus grande que simplement le jeu de données. Voilà, et donc ça serait l'objet d'une autre discussion un autre jour, mais on voit que sur les métadonnées, on parle de contrats de données, de data contract, de standardisation de la façon de décrire dans les métadonnées, de la façon dont on va contractualiser entre un émetteur et un récepteur de données. Donc on sort un peu du champ de l'open data, mais l'open data, on voit, c'est qu'une des facettes du partage, de l'exposition. Donc ça, je pense qu'il n'y a plus de distinction. Quand on raisonne sur son infrastructure ou sa stratégie data, l'open data est un moyen, une composante, mais qu'un moyen et qu'une composante. Et c'est ça qui fera que ça créera de la valeur. C'est pas une valeur, ça, parce que ça emmènera tout le reste. Voilà. Et puis, sur l'aspect réglementaire, moi, j'attends pas beaucoup plus que ce qui existe. J'attends plutôt qu'il n'y en ait pas plus, surtout. C'est pas pour une histoire d'y être une loi, etc. Je pense que c'est déjà incompréhensible pour la plupart des gens. Appliquons ce qui est déjà fait. Il y a de l'open data by default, par défaut en français, qui doit exister. Je pense que si on fait toute la pédagogie et l'incitation, est-ce que c'est pas tant le réglementaire que peut-être l'aspect, à mon nez, il faut toucher les gens en portefeuille, y compris les administrations. Je dirais qu'à un moment donné, encore une fois, je suis pas fan de tous les modèles qui existent dans le monde anglo-saxon, mais il y a des gens qui sont partis 5-6 ans en retard en Angleterre ou en Australie, où on a pas mal de clients, et aujourd'hui, ils font des choses, voilà, objectivement bien meilleures que ce qu'on fait en France, où il y avait des pionniers en la matière, en termes de niveau d'ouverture de données, parce que la France, certes, on est numéro 1, mais parce qu'on a un modèle centralisé qui facilite cette vision-là. Les Allemands, ils sont pas plus mauvais, les Anglais ou les Australiens pas plus mauvais, ils le font un peu différemment, qui rentrent pas bien dans les classements, mais voilà, il y a un côté, typiquement, quand l'État fédéral australien dit on veut démocratiser, développer drastiquement l'IoT pour les mobilités douces, donc installer des capteurs, grosso modo, etc. Il dit il y a une composante data obligatoire. Et si vous la faites pas, vous n'avez pas les subventions, les grants, point barre, c'est tout. C'est aussi basique que ça. Il n'y a pas besoin de faire une loi pour ça. Et ça, c'est très, très, très incitatif, quoi. Donc voilà. Voilà. C'est sur l'aspect entre guillemets réglementaire ou façon de gouverner l'aspect incitatif. Je pense qu'il y a des choses, mais après, ça colle peut-être pas avec le droit français, où il y a plein de choses qui fait qu'on ne peut pas faire ça. Moi, il y a une chose dont j'ai peur, c'est que dans 10 ans, on refasse un séminaire et qu'on ait la même introduction. Il y a 20 ans, on se disait que les agriculteurs, ils seraient très vite entourés d'IoT, etc. Et qu'en fait, ce soit quasiment statu quo par rapport à maintenant ou pas loin. Je pense qu'il y a vraiment un souci de prendre les choses et de le faire petit à petit, d'ouvrir peut-être dans un premier temps. On a beaucoup de cas où il y a des administrations qui disent on va pas passer, on va skipper 3 ou 4 premières étapes, et en fait, on va ouvrir directement une API à 4 standards différents, avec des routes dans tous les sens, et en fait, il y en a une partie qui sera publique, l'autre non, ce sera sous habilitation, avec des règles indexing partout. Bref, c'est des sujets qui sont généralement faits en cycle en V, sur 5 ans,
qui n'aboutissent pas. Je pense que c'est pas des bonnes pratiques. Je pense que si on veut que ça se passe, que les choses se fassent bien, il faut qu'elles se fassent dans l'ordre et que ce soit organique en fait, que dans un premier temps, qu'il y ait des fichiers qui soient mis à jour tous les mois, peut-être après on les mettra à jour toutes les semaines, tous les jours, peut-être après il y aura une API en temps réel, peut-être qu'après il y aura que le système d'information qui génère les données sera intégré directement avec les plateformes type DataGo pour qu'il n'y ait rien à faire en fait, qu'il y ait des posts automatiques qui soient faits de données parce que dans le système d'information, maintenant on a intégré qu'il y a de la donnée qui doit sortir, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est de ne pas mettre la charrue dans les bœufs, le thème, tout ça. Et de vraiment faire les choses dans l'ordre, en fait. De se dire que on va commencer simple, et peut-être après on fera des trucs compliqués, mais d'abord faisons simple, vraiment par pitié. Et sur l'aspect réglementaire, nous, ce qu'on voit, c'est un aspect qui est un peu différent. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, notamment par le biais environnemental. Il y a beaucoup de décrets qui sortent, et d'arrêtés qui sortent, et qui viennent nous voir, notamment le ministère de la Transition écologique, qui nous voit et qui nous dit on a des besoins de publication de données. On ne sait pas trop quoi faire. Et maintenant, ils sont habitués à venir nous voir. Et on leur dit, on va faire des schémas de données. Un schéma de données, c'est vraiment un fichier qui décrit la structure d'autres fichiers, qui décrit comment d'autres fichiers doivent être structurés pour être publiés. Pas publiés, mais généralement ils le sont. Et donc, on a fait ça avec eux, et là, on est à notre 4e ou 5e standard, je crois. Ça a commencé par l'indice de réparabilité, qui n'entrera pas en vigueur, mais qui, en réalité, son petit frère, l'indice de durabilité, entre en vigueur, et l'indice de durabilité sur les téléviseurs est entré en vigueur il y a 2 semaines. Du coup, on fait ça avec eux. En fait, on voit ce qui doit sortir comme données, quelle tête ça doit avoir, quelle tête on aimerait que ça ait, etc. On prend en compte le fait que les gens qui vont publier sont souvent vraiment pas à l'aise avec ne serait-ce qu'un tableur. Et donc, on leur prémâche le travail, on fait des outils d'aide à la publication, on fait des outils d'aide à... Dans tous les sens, en fait, pour qu'ils aient le moins de choses à faire pour remplir leurs données, qu'ils n'aient même parfois pas à remplir un tableur. Ça passe par juste un formulaire. C'est un formulaire, vous remplissez 3 cases, ça crée une ligne en bac, vous ne le savez pas, et à la fin, les données sont publiées, c'est magnifique. Et donc, on a ce genre de choses qui émergent. En fait, c'est pas de la législation sur l'open data en général, c'est juste des petits cas d'usage de l'open data qui arrivent en disant, sur ce sujet-là, toutes les entreprises de plus de 3000 salariés doivent publier une donnée. Ça serait bien qu'elles soient standardisées, que ça arrive directement sur DataGo, mais qu'on en fasse une table agrégée. Maintenant, ça, on sait le faire, on l'a quasiment industrialisé sur pas mal de sujets, et ça, c'est des choses qui sont de l'aspect réglementaire, et qui en réalité sont plutôt bien intégrées, au point où maintenant, on arrive même à intégrer des URL dans les arrêtés pour renvoyer à la version du standard, en disant, vous devez publier la donnée, elle doit arriver sur DataGo, et elle doit avoir le format qui est spécifié à cette URL. C'est tout. Et ça se passe très bien, on a un peu de recul maintenant, plusieurs années là-dessus. Des fois, il faut mettre une carotte ou mettre un coup de pied. Donc, selon si on veut donner de l'argent s'ils le font, ou mettre des amendes s'ils ne le font pas. Et ça fonctionne très bien, on l'a vu sur les bornes de recharge des véhicules électriques notamment, communément appelées RVE, pour lesquelles il y a une carotte, il y a une subvention qui est donnée pour les entités qui feraient installer des bornes et qui publieraient les données sur l'installation de bornes sur DataGo. Et du coup, on se fait aider par Transport DataGo, qui est une verticale dans l'écosystème DataGo, qui structure avec nous ces données-là et qui nous crée une base agrégée, etc. C'est une base qui est extrêmement utilisée par plein d'applicatifs, notamment Google Maps, etc., pour permettre aux gens qui ont des véhicules électriques d'aller les recharger. Il y a une version qui est sortie un peu plus tard qui permet de savoir en temps réel si la borne est disponible, si elle est en panne, combien elle coûte, est-ce qu'elle est accessible aux personnes handicapées, etc. Il y a vraiment plein de choses qui se font comme ça. Et donc ça, c'est un côté réglementaire qui arrive de plus en plus on intègre dans la loi la structuration, les métadonnées quasiment, la structure de la donnée qui doit arriver, et je pense que c'est des très bonnes pratiques aussi. Merci. Alors Pierre, comment tu vois le futur de l'échange de données en filière viticole, ce que tu souhaiterais? J'aimerais bien le voir en fait. J'aimerais bien le voir, mais on peut voir, on peut essayer d'espérer aussi un certain nombre de choses. Voilà. Oui. Espérer un certain nombre de choses. Bon, on a parlé 12 fois de Bagdata, je vais en reparler une 13e fois ou une 14e fois. Voilà, on a besoin d'en faire pas pour tout, pas pour c'est pas le papier tu mouches, hein, on a besoin de plateformes, on a besoin d'avoir des acteurs, on a besoin de cohérence. En fait, je vais faire une réponse un peu économique, je vais faire un peu une réponse politique. Voilà. On a besoin de cohérence un peu dans les actions.
Et donc, quand on dépense plusieurs millions d'euros sur un sujet, on ne s'arrête pas du jour au lendemain parce qu'on a envie de s'arrêter. Alors, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. Hein. Mais on a besoin voilà, on a besoin d'une puissance politique. On n'a pas besoin de réglementation supplémentaire, je pense qu'on est à peu près tout d'accord là-dessus. Mais on a besoin d'une puissance politique qui met un peu de cohérence. Et peut-être aussi qui flèche aussi de la subvention de manière un petit peu différente. On donne beaucoup d'argent sur le remembrement, sur des nouveaux plans, etc. Super, génial. Mais peut-être qu'il faut aussi flécher un peu plus d'argent sur, je reviens sur le transfert, sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on pourra avoir toutes les datas du monde, les plus belles, qu'elles soient open, qu'elles soient pas open. Ben, si on ne va pas à l'utilisateur, au viticulteur final pour l'aider à s'en servir, avec tout l'écosystème qui va être au milieu d'institutions, d'ITA, de sociétés de services, de fournisseurs qui vont utiliser ces data pour lui fournir des réponses à des questions très concrètes, en fait, en 10 ans, on sera au même point. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a aussi, je vais prendre un exemple, il y a un vrai besoin de moderniser un certain nombre d'acteurs. Je vais prendre un exemple sur le référentiel de production viticole. On fait énormément de documentation papier aujourd'hui. On fait des très beaux bouquins. Tous les bassins viticoles publient des référentiels de production. C'est des documents qui font 30 pages chacun. C'est jamais utilisé. C'est pas utilisé. C'est pas automatisé. Et donc, si je veux, moi, me positionner en termes sur ma performance économique, il faut que je regarde le bouquin, que je l'épluche, etc. C'est pas forcément extrêmement compliqué d'utiliser tout ça. Voilà. Donc, il y a plein d'initiatives, il faut capitaliser dessus, mais il faut essayer de digitaliser. Donc là, moi, l'espérance que j'ai, c'est digitalisons un petit peu plus, apportons des solutions relativement simples à digitaliser, à mettre à disposition sous forme de données, justement, ce qui existe aujourd'hui dans des documents papier, qui existe forcément dans des fichiers, voilà, dans des sources de données. Qui sont souvent captés ou privatisés par tout un tas de gens qui ne vont pas forcément l'apporter. Alors, on va terminer avec Adi. Sur les perspectives, c'est quoi vos projets à la direction du plus grand institut de recherche agronomique du monde, hein? C'est le cas de en tout cas. C'est ce que dit le président quand il le présente. En Europe, je pense. Non, alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est que pour que l'open data bénéficie aux agriculteurs, il y a aussi toutes les innovations qui sont faites autour de l'agriculteur. Il n'y a pas besoin d'avoir... évidemment qu'il utilise lui-même de la donnée sur son smartphone ou sur son terminal, sur son ordinateur pour pouvoir faire des choses, c'est très bien. Mais même si on n'arrivait pas à faire ça, je pense que l'open data peut déjà... en termes d'innovation en termes de recherche, d'accompagnement même d'un certain nombre de structures qui pourraient utiliser ces données-là, je pense que ce serait déjà un gain important qui, je crois, aujourd'hui n'est pas complètement rempli. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'ont dit mes collègues là, mais sur le plan technologique, je pense que on a parlé tout à l'heure de données machines understandable. Understandable, voilà. Je pense que on va vers ça avec des données qui peuvent être digérées par des IA. Donc, préparer des données pour qu'elles puissent être mangées par des IA, je pense que c'est l'avenir. De façon à ce que, de façon peut-être plus simple, ces données puissent être exploitées derrière par tout un chacun. Grâce à ces IA. Donc ça passe par, on a parlé tout à l'heure de web sémantique, ça passe par de la sémantisation des données, donc c'est passé par là, évidemment, idéalement, on va dire. L'IA peut aussi faire des choses. Donc ça, c'est sur le plan technologique, je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles on réfléchit, comment on va donner et comment on fournit nos données de façon à ce que les IA puissent mieux les utiliser, voire mieux les découvrir aussi. Et puis, sur le plan réglementaire, alors je pense que je vais peut-être vous étonner par deux choses. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. La première chose, c'est qu'en fait, on n'a pas un cadre juridique très clair pour le droit des données. En fait, on en a plusieurs qui se juxtaposent.
et pour lequel c'est pas super clair de s'y retrouver. Même les juristes expérimentés dans le domaine ont des fois du mal à combiner toutes ces lois. Voilà, il y a les données de la retraite, les données de santé, les données environnementales, les données à caractère personnel et autres, les données privées. Voilà, donc il y a tous ces trucs-là qui se chevauchent et qui est un peu difficile à comprendre. Et je pense que c'est un des freins aussi à savoir ce qu'on peut en faire des données. Et puis l'autre chose, alors là aussi, je vais peut-être vous étonner, c'est que je sens que le monde de l'open data, en tout cas le concept d'open data est en train d'évoluer par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Parce que l'arrivée justement de l'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser cette notion-là. Et en particulier parce que aujourd'hui, en fait, les gens qui sont capables d'entraîner des moteurs d'IA sur des très gros sets de données, ils ne sont pas en France, ils sont que dans quelques pays et c'est très restreint. Et donc, du coup, ça pose la question quand même de savoir, toutes ces IA, elles prennent toutes ces données-là et elles les consomment pour en faire quelque chose, du business, généralement, sans qu'il y ait vraiment un retour sur investissement. Parce que l'idée principale de l'open data, c'est qu'en gros, tout le monde joue le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on donne ses données, et puis tout le monde donne ses données, on réutilise les données des autres, les résultats, on les redonne et tout ça. Or, ce business de l'intelligence artificielle va pas complètement dans ce sens-là, aujourd'hui, en tous les cas. Et puis, on voit qu'un certain nombre de pays, au niveau international aussi, se renferment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des formes de cloisonnement aussi sur le partage des données. On ne parle pas... voilà, il y a un certain nombre de grands pays qui sont pas aussi ouverts que nous, quoi. Donc, le concept d'open data, où finalement, on partage tout comme un bien commun de l'humanité, il est valable tant que tout le monde respecte ça, quoi. Donc, voilà, des gens qui réfléchissent sur les aspects éthiques de toutes ces choses-là commencent, et parmi ceux qui prenaient l'open data à tout va, je dirais l'open science, je peux l'ouvrir à l'open science, quand même se pose la question. Est-ce que en faisant de l'open data, de l'open science, on agit pour le bien commun de l'humanité? Je pense que la question se pose. Voilà. En tous les cas, donc peut-être que en termes de réglementation, on va évoluer vers des open data peut-être un peu plus restrictifs, peut-être à un niveau européen, ou peut-être des choses de ce type-là qui sont peut-être un peu plus cloisonnées. Alors c'est pas spécialement quelque chose qu'on souhaite, mais bon, l'évolution du contexte politique international met en danger un peu, je trouve, ces idées d'open data, et donc on pourrait voir arriver dans les temps qui viennent des réglementations par rapport à ça, quoi. Je vois que Jean-Marc est... Sur le dernier point, alors je peux entendre... Et préparez vos questions. Il faut ressentir ça. Je dirais que l'autre volet de la pièce, c'est que, et moi c'est ce que je constate plutôt chez nos clients étrangers, voilà, on travaille sur un peu d'édition française, que l'Institut royal de recherche de l'énergie d'Arabie Saoudite, on est dans des environnements géopolitiques différents, ils ont une approche de dire plus on va publier de données, plus on va influencer le monde avec nos données. Il y a des vraies stratégies géopolitiques donc c'est à partir du moment où je considère que, parce que j'ai le plus de données que j'estime utiles ou intéressantes sur l'énergie, après je suis pas capable de juger ça, et je les publie en open data, c'est pas juste pour faire de la com, je vais faire en sorte que les gens viennent se servir de mes données qui sont justes, elles sont pas les données trafiquées, mais en tout cas il n'y a pas d'algorithme neutre, il n'y a pas de données neutres absolues, même si elles sortent des travestis. Donc voilà, on peut juste dire qu'on peut aussi en faire un outil d'influence, sans d'ailleurs voir ça négativement. L'influence, on fait ça tous les jours, qui est assez puissant par viralité, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On va voir les deux aspects du sujet. Oui, je suis d'accord que c'est un outil puissant. Mais encore faut-il être sûr que la donnée qui est mise en open data soit la donnée qui soit juste, et que ce soit pas la donnée qui soit biaisée à des fins politiques. Et les IA qui sont entraînées sur nos données, est-ce que certaines puissances n'iraient pas biaiser les résultats qui en sont extraits pour donner des fausses informations? Donc il y a un certain nombre de sujets.
Enfin, le débat est ouvert. Je pense que le débat est ouvert et qu'il faut y réfléchir. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que sera l'avenir et j'espère qu'il sera positif. Enfin, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus sur l'aspect complètement open. Merci. On a le temps encore de prendre une question ou deux. Donc, n'hésitez pas. Que ce soit dans la salle ou dans le chat. Moi, je me pose un peu la question de la perspective de l'utilisation des données par l'exploitant agricole, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être au travers de la mise en place du logiciel prod perçoit ça. C'est quand on a besoin de faire ce type de calcul, on a besoin de données sur les caractéristiques de l'exploitation, sur des données de production, sur des données économiques. Je suis éleveur, je fais d'identification, je notifie tous les 7 jours. Je vends mes animaux à la coopérative ou à la coopérative laitière et je demande au centre de gestion de me faire une comptabilité. Et quand j'arrive chez l'exploitant et que je lui dis qu'est-ce que je pourrais valoriser comme données qui sont déjà passées par ces différentes structures, c'est très compliqué. Et j'espère vraiment que dans les années qui viennent, il y aura des solutions pour vraiment lever un certain nombre de barrières qui ont des raisons diverses et variées. Mais aujourd'hui, à ce stade-là, c'est assez catastrophique en 2025 d'être en train de constater ce bilan. Au passage, c'est exactement le scénario catastrophe qu'on avait décrit dans le livre blanc. C'est ce que décrit. Voilà. Tout à fait. Donc, il me reste à vous remercier, tous nos intervenants, pour cette table ronde et ce débat.